Bonsoir et bienvenue sur Parole d'honneur pour une émission cette semaine consacrée aux élections législatives. On va essayer d'analyser la situation avec nos chroniqueurs et avec nos invités. Alors il y a encore beaucoup de zones d'ombre et d'incertitudes, mais on va essayer d'y voir plus clair avec notre petite équipe de choc que je vais présenter tout de suite. Stathis Kouvelakis, philosophe et membre de Contretemps, c'est ça ? Voilà. Oui. Et Stathis, on s'est croisés hier à Stalingrad après le discours de Mélenchon et tu sautais dans tous les sens. Tu étais heureux, mais alors heureux, hein ? Ouais. Oui, ça faisait 9 ans que je n'avais pas célébré une quelconque soirée électorale. Donc il y a 9 ans, c'était le référendum en Grèce, où le non l'avait emporté à 62% contre le diktat qui était imposé à l'époque par les créanciers de la Grèce. Et bon, c'était une soirée de folie, à Athènes. Mais depuis, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de soirée électorale à célébrer, Donc hier, c'était effectivement une grosse explosion de joie et un moment, partagé. Et voilà. Ton bonheur faisait chaud au cœur, en tout cas. Samora, bienvenue. Salut. Alors toi, t'es streamer, podcasteur, créateur de contenu, voilà. Je fais plein de trucs. Ok, bienvenue, je crois que c'est la 3e fois que tu viens. Ouais, 3e ou 4e, mais je commence à être habitué là. Quoique j'ai vu les nouveaux locaux, trop cool. Ah ouais, t'as vu le glow-up ? Ouais, gros glow-up, félicitations, GG. Jonathan Ruff, bonsoir. Alors toi, tu es membre de l'UJFP et de Tzedek, c'est ça ? Absolument. Et t'as des lunettes, quoi. Ouais, c'est vrai, je peux les enlever. Non, garde-les, t'es très beau avec. Et puis notre analyste décolonial, Yazid Arifi. Salut Yazid. Ça va et toi ? Ça va très bien. Alors, émission sur les élections législatives. Hier, on a tous vu les résultats. Le nouveau Front populaire s'est imposé comme la force politique majoritaire à l'Assemblée nationale. Quoi qu'en dise Darmanin, quoi qu'en dise Gabriel Attal. Alors, il y a eu différentes réactions lorsqu'on a vu les résultats. Alors, il y avait un peu deux équipes. Il y avait un peu ceux qui étaient tout contents, c'est la victoire, on a gagné. D'ailleurs, c'est ce qu'on entendait dans les rues, on a gagné. Et puis, ceux qui étaient un peu plus sur la réserve, qui voyaient déjà à l'horizon les trahisons de la gauche, qui voyaient déjà le coup d'après. D'une certaine façon, et puis aussi ceux qui ont vu le score du Rassemblement national, qui est quand même très élevé. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu, vous, quel regard vous portez sur les résultats, particulièrement déjà sur les résultats, puis après on va creuser un petit peu. Qui veut commencer ? Stathis, tu veux ? Oui, pourquoi pas. Alors, la joie me semble tout à fait légitime. Il ne faut pas oublier où nous en étions il y a à peine quelques jours. C'était Bardella Premier ministre. C'était ça, on va dire, le mood dominant. Bon, là, on a la gauche qui est le nouveau Front populaire qui a une majorité relative. C'était inattendu, clairement. Donc, c'était un mélange à la fois de soulagement de voir l'extrême droite en 3e position, n'est-ce pas ? Avec un nombre de sièges très inférieur à celui des prévisions les plus, on va dire, pessimistes, en tout cas de leur point de vue. Et je crois que ça montre, pour moi, c'est le deuxième, il y a eu 2 revers majeurs quand même pour la stratégie du pouvoir depuis la dissolution, parce que je crois qu'il faut remonter quand même un peu au début de la séquence que nous traversons, qui est européenne et dissolution. Et quand Macron dissout, son calcul, je crois, est très simple. Il pense la gauche fragmentée. Il se prend une gifle électorale avec 14,5%. Donc, il remet sur la table le logiciel fondateur de la Macronie, qui est reconduire le face-à-face, le pas de deux avec l'extrême droite. Donc il se dit, voilà, la gauche est fragmentée, donc on va rejouer ça, sauver les meubles, et pourquoi pas assumer une cohabitation avec le RN d'ici à 2027 et ouvrir à nouveau, alors ça serait plus lui, mais un successeur, on va dire, du camp macronien. Et voilà, préparer le terrain pour 2027 de cette façon. Ce calcul a été doublement, voire triplement déjoué. Premièrement, la gauche arrive à reconstituer une forme de coalition en un temps record, le nouveau Front populaire. Deuxièmement, la constitution du Front populaire rompt le face-à-face entre Macron et l'extrême droite. La gauche réapparaît en force.
Donc, on va de la tripartition des fameux 3 blocs, qui sont là depuis 2022, vers quelque chose qui s'oriente quand même vers une bipolarisation entre la gauche et l'extrême droite, confirmée au premier tour des législatives. Et le deuxième calcul, à mon avis, tout à fait stratégique, qu'ils font constamment, mais on va y revenir, c'est que toute l'entreprise d'isoler l'AFI, de la cornériser, de construire un véritable cordon sanitaire autour d'elle avec la stratégie des 2 extrêmes, etc. Bon, bah, ça a échoué. Je veux dire, la soirée d'hier a été extrêmement importante, pas simplement pour le rapport de force à l'Assemblée, mais aussi parce qu'on a vu que l'initiative politique, l'énergie politique, la locomotive de la gauche, et d'ailleurs la première force en termes de sièges, ça reste la France insoumise. Donc c'est aussi un revers majeur, je crois, pour le calcul non seulement du pouvoir, mais plus largement du système politico-médiatique. Yazid, tu voulais rajouter quelque chose ? Alors, moi, hier soir, j'ai effectivement éprouvé une forme de soulagement qui était partagée par les voisins. Ça a beaucoup klaxonné dans les rues. Pareil, vers chez nous, là, 93, l'Est parisien, c'était... Comme une Coupe du Monde, quoi. Exactement. Donc ça, évidemment, c'est naturel. Et puis, c'est effectivement un gros soulagement parce qu'on en était à se demander si serait plutôt à 250 ou à 300 députés. J'avais déjà des camarades qui sont en train de se demander s'ils partiraient, etc. Donc, de ce point de vue, ça a un soulagement. Ce matin, donc quelques heures après l'élection, on a l'impression que, en fait, la question du fascisme a disparu. Quand je parle avec des gens qui ne sont pas des militants, des gens comme nous, quoi, qui s'intéressent au sujet, de près, on a l'impression que du coup l'obstacle a été franchi, comme d'ailleurs souvent après les élections depuis 2017. Bon, 2017, du coup, on a écarté Le Pen, on est passé à autre chose, c'était formidable. 2022, et puis en fait, on est entré comme ça dans une spirale infernale. Le barrage, quoi. Le barrage. Alors même qu'on sent que la vague monte quand même de plus en plus haut. Donc en fait, on n'est pas très loin d'être submergé. Là, en fait, il faut quand même avoir en tête quelque chose. C'est que le faible nombre de sièges que le RN a à l'Assemblée n'est lié essentiellement qu'au mode de scrutin. En vérité, si on regarde bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont été largement défaits sur la base des désistements qui ont été, notamment le fait du nouveau Front populaire, à la marge d'ensemble. D'ailleurs, les reports de voix, il est évident que les électeurs du nouveau Front populaire se sont largement rabattus sur la candidature d'ensemble, ce qui n'est pas forcément vrai dans l'autre sens, mais ça on le savait. Surtout quand c'est le cas de FI. J'ai lu un chiffre ce matin qui disait que c'était autour de 43% des électeurs, donc même pas la moitié des électeurs ensemble qui se sont retrouvés avec un candidat FI, qui ont donné leur voix au candidat FI lorsqu'il y a eu des désistements. En vérité, ce qui fait que... Il y a une espèce de miroir déformant lié au mode de scrutin qui fait qu'on a l'impression que le Rassemblement national est plus bas qu'il n'est vraiment. Et malgré cette déformation, on se retrouve quand même avec un énorme groupe, 140 députés. Ouais. D'ailleurs, j'ai un je ne sais petit pas combien ils sont exactement, 145, 146. C'est en termes d'évolution de sièges de députés, c'est plus 58%. C'est spectaculaire. Donc c'est énorme. Ouais. Et si tu compares à 2017 où ils étaient à 0, ils arrivent en 2017 en gros. Parce qu'avant, il n'y a pas de députés RN à l'Assemblée. Et voilà, et donc ils en gagnent à peine 2 ou 3 en 2017. En 2022, ils sont 89. Et là, ils sont à 140. Donc en fait, on voit bien que la tendance qui s'est imprimée n'est clairement pas la bonne. Donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut contrebalancer ce phénomène, d'autant qu'on voit bien que le bloc central, dont je pense qu'il va falloir vraiment qu'on discute ce soir, le bloc central, donc le bloc du pouvoir, s'effondre à une vitesse qui est spectaculaire. Là où les deux forces de gouvernement historiques de la bourgeoisie, le PS d'un côté et UMP, enfin RPR, UMP, LR de l'autre, ont quand même duré grosso modo de l'après-guerre jusqu'à 2017, en gros, hein. Là, on a la solution intermédiaire, donc Macron, qui s'impose en 2017 avec quasiment 350 députés. Là, il est content d'en faire 160. Bah, du coup, je redonne le chiffre. Pour Macron, c'est moins 42% de sièges, là. Par rapport à 2022. Par rapport à... Oui, tout à fait. Qui était déjà un recul par rapport à 2017. Tu parlais d'effondrement, on y est, quoi. C'est spectaculaire. Donc, du coup, en fait, ce qui va se poser comme question, c'est comment est-ce qu'on va
contrecarrer la stratégie bourgeoise, la stratégie du bloc bourgeois qui va s'imposer d'elle-même. Hein. Ça va être celle d'aller vers le bloc fasciste, quoi. Parce qu'il est évident que la solution immédiate, le choix préférentiel de la bourgeoisie n'est pas tenable pour des raisons qu'on avait déjà expliquées il y a quelques temps ici. C'est qu'en fait, la voie centriste, la voie intermédiaire, la voie de la rencontre entre la gauche modérée et la droite intelligente, en fait, ne tient pas dans un pays qui est aussi maltraité que celui-là. Donc forcément, on va se poser la question du choix. Je pense que le bloc bourgeois fait son choix. Hein. D'ailleurs, quand on a vu un peu, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les cours de bourse, etc. Ouais. Mais notamment après le premier tour, il est évident que les marchés accueillaient favorablement l'hypothèse d'une majorité absolue RN. RN, oui, tout à fait. Ouais. La question, c'est qu'est-ce que nous, on fait en face, en fait. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de choses à raconter. Mais... Juste une chose, un pays aussi maltraité, mais avec un tel niveau de résistance sociale. Hein. Absolument. C'est le seul pays d'Europe où tous les ans, depuis 2016, on a des mouvements sociaux de très grande ampleur. Hein. Et moi, je dirais même, contrairement à d'autres pays, sur tous les sujets de société. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est quand même une spécificité de la France par rapport à d'autres pays européens d'avoir des mouvements sociaux spontanés sur quasiment toutes les thématiques. Ça va de l'écologie, même cette année à la Palestine où c'est la première fois qu'on a quand même des manifestations sauvages avec un renouveau générationnel qui est extrêmement impressionnant. Ça a été le cas après le tabassage de Michel Zecler ou encore la mort de George Floyd. Ça a été le cas pendant le mouvement des retraites et aussi les Gilets jaunes qui avaient pris tout le monde par surprise. Et je pense que ça, effectivement, c'est un facteur à prendre en compte parce qu'il y a une maltraitance. Mais je pense que si la France Insoumise tient, c'est aussi dû en partie à l'autonomie des luttes et à tout ce qu'elle a essayé de construire. Bon, certes, de manière imparfaite, mais on y reviendra tout à l'heure. Ces 8 dernières années, c'est-à-dire, en grosso modo, moi, je pense, depuis la loi travail. Au niveau du ressenti personnel, moi hier j'étais un petit peu moins enthousiaste que d'autres, c'est-à-dire oui, t'as doumé toi. Hein. Non, j'ai pas doumé, mais... si, je t'ai vu. J'ai juste dit... Non, mais je l'ai vu sur les réseaux, il nous faisait la morale. Elle m'a dit, Tim, je trouve grognon. C'est pas du tout ça. Sur le coup, franchement, encore une fois, je suis agréablement surpris par les résultats. C'est pas quelque chose auquel on s'attendait parce qu'il y a une telle fabrique d'opinion liée au sondage dont il va falloir qu'on reparle aussi tout à l'heure. Qui nous faisait déjà d'office désespérés, voire même qui nous décourageait, je pense, un peu toutes et toutes. Et effectivement, le fait que déjà Bardella n'ait pas la majorité absolue, pour moi, c'était déjà une première étape il y a une semaine. Comme tu disais, Statis, on revient quand même d'extrêmement loin. Et finalement, le fait qu'il se retrouve 2 ou 3e, on va dire, si on compte LR, si on compte LR qui forme quand même un bloc indépendant derrière, c'est une victoire politique, mais de courte durée. Pourquoi ? Parce que l'ancrage territorial du Rassemblement national, aujourd'hui, c'était déjà le cas en 2022, mais là, il est de plus en plus effrayant, alors que de base, c'était pas du tout son fort d'être dans les politiques locales. Là où une partie de la gauche est pour moi inexistante, moi, j'ai pas encore eu le temps de voir tous les détails des bureaux de vote en fonction des circos, parce que ça met beaucoup trop de temps et que là, c'était hier. Mais à chaud, je dirais que s'il y a une progression qui est indéniable parfois, même là où on l'attend pas, c'est-à-dire dans la France périphérique, où là, je pense que c'est aussi un héritage des mouvements sociaux et des Gilets jaunes. Dans le monde rural, aujourd'hui, l'hégémonie culturelle, y compris chez une partie de la jeunesse, tend vers le fascisme. Et contre ça, moi, je ne vois pas tout de suite dans l'immédiat des solutions à gauche, d'autant que même d'autant qu'en fait, le jeu que va jouer les médias là-dessus, c'est-à-dire de pouvoir donner la parole à la France Insoumise sur des sujets de société au-delà des polémiques, c'est-à-dire parler clairement de la pauvreté, de parler des agriculteurs, etc., est quasiment impossible. Et du coup, il faut imposer son agenda, mais la majorité des gens, contrairement à ce qu'on croit, ils sont pas tous sur des médias indépendants. Il y en a encore une grande partie qui regarde la télé, même si nous on s'en rend pas forcément compte parce que c'est un truc générationnel. Moi j'ai tracté, par exemple, je m'en suis rendu compte en tractant pour des candidats. Et effectivement, c'est flippant, quoi. Quand les gens te disent je l'ai vu à la télé, c'est une phrase qui revient tout le temps. Et y compris à gauche. Après, moi, il y a aussi autre chose qui m'inquiète, c'est la fragilité de la composition de ce bloc. C'était déjà le cas au moment de la NUPES parce que le PCF, de toute façon, n'a pas de ligne et fait absolument n'importe quoi. Le PS, plus pour des raisons, je dirais, d'ordre idéologique, parce que finalement, ils sont quand même, je pense, pour beaucoup d'entre eux, plus proches des idées de Macron que des idées de Mélenchon. Et Europe Écologie, un petit peu pour les 2 raisons que je viens de citer en avance. Mais je dis ça sans méprise. Hein. Je sais que c'est quand même dans les 3 cas des courants qui sont traversés par des polémiques internes, comme partout où il y a des dynamiques. Mais là, on se retrouve avec un grand retour du PS qu'on croyait mort. Les Républicains qui restent.
et un PS sur lequel on sait qu'on ne pourra pas compter et que sur des questions telles que l'antiracisme politique, les violences policières ou la Palestine, ça va être les premiers à lâcher. Et ça a déjà été le cas. Ils n'ont même pas eu de scrupules à un moment pour rentrer dans la polémique des frondeurs. C'est-à-dire que les frondeurs, ça aurait pu être une histoire qui se règle en interne au sein de la France insoumise, à laquelle la gauche ne prend pas part. Mais là, la première réaction, ça a été tout de suite de défendre les frondeurs. Juste déjà par souci, je pense. Quand tu parles de frondeurs, tu parles de Corbière. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, des traîtres. Ouais. Moi, je préfère les appeler comme ça. Appelons un chat. On peut dire les traîtres. On peut dire les traîtres. Et je finirai là-dessus en disant qu'en fait, leur première préoccupation, ça n'a pas été de prendre en compte le fait que finalement, on peut reprocher plein de choses à la France insoumise. Mais d'un point de vue politique, ils ont quand même eu suffisamment de courage pour filer quand même sans circo au PS. Dans un laps de temps qui est record, de réussir à monter un accord malgré tous les désaccords profonds et politiques qu'il peut y avoir derrière. Et le problème, c'est qu'ils peuvent aussi se faire happer par cette gentillesse. À un moment, ils se sont juste débarrassés des personnes en fait, qui n'étaient plus sur leur ligne depuis 2 ans, qui les pourrissent politiquement depuis maintenant 2 ans publiquement. Donc ça, c'est normal qu'il y ait des choix. Mais il me semble que jusqu'à l'intervention de Bompard, et je finirai là-dessus, où il débat contre Bardella et Attal sur TF1, la quasi-totalité des candidats de gauche, en dehors de la France insoumise, a préféré mettre plutôt ces divisions en avant plutôt que de soutenir un bloc de gauche, alors qu'on était en pleine séquence électorale. Et moi, je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, on voit déjà la vidéo de Roussel et de Glucksmann qui a fuité, il y a de quoi s'inquiéter, et notamment aussi pour ce qu'on construit nous. Et c'est là où je dirais qu'en fait, il y a un besoin de reprendre la rue, si j'ose dire, parce que sans l'autonomie des luttes, en fait, la France insoumise ne fait pas ce score-là, et nous, on va se faire complètement dépasser par notre droite sur l'aile gauche. Voilà. Tamara, alors moi, mon sentiment personnel, ça a été que moi j'ai beaucoup streamé pendant cette période. Je suis parti d'un collectif, le Stream Populaire, qu'on a monté pour un peu soutenir le Front Populaire quand ça s'est monté, pour pouvoir éviter justement l'apocalypse d'un RN au pouvoir. Ah oui, ça s'est monté quand il y a eu le Front Populaire. C'est-à-dire c'est incroyable ça, ouais. C'est-à-dire qu'on s'est parlé le lendemain des élections, non, le lendemain de la dissolution en fait. Et on s'est dit tiens, il faut qu'on fasse un truc, et on a monté ça. Et donc en fait, moi en fait, ce qui était cool, c'est que en stream, j'avais d'autres gens avec qui parler pour pas te déprimer dans mon coin et tout, donc ça c'était cool. Mais au moment des résultats, moi j'étais partagé avec 2 sentiments. Le premier, c'était une sorte de joie parce qu'on avait l'impression d'avoir déjoué un plan couru d'avance. Que les instituts de sondage, avec leurs clients, les chaînes Tout Info, les radios, ils avaient prévu depuis longtemps Bardella Premier ministre, on ne parlait que de ça, c'était la seule possibilité. On disait déjà qu'Attal ne serait pas Premier ministre, que c'est forcément Bardella, on n'imaginait même pas peut-être qu'il pourrait y avoir un Premier ministre de gauche, tu vois. On savait que JLM ne serait pas Premier ministre. JLM 1PB, on se rappelle, je ne sais pas si vous avez la ref, mais voilà. Et tout le monde l'a pas, je crois. JLM un P-Bas, c'est Saint-Cric qui avait, pendant un débat, elle avait une petite feuille avec JLM un problème, quoi. Ouais, comme ça, là. Ouais. Et donc, on a le sentiment d'avoir réussi à déjouer un truc. Donc, trop content. Mais puis très vite, ce que je disais, hein, qui m'a tout de suite animé, c'est repenser à cette campagne avec énormément de calomnies, très sales, où on n'a jamais interrogé les candidats de gauche sur leur programme. Alors que c'est les premiers qui ont sorti un programme qui était chiffré, qui était au moins intéressant à analyser et à discuter. On a fait que leur parler de questions de personnes, que de petites phrases, etc. Alors que les autres, on les laissait déballer un peu leur programme. C'était un peu énervant. Et puis aussi, les traîtres, hein, les frondeurs, vraiment se dire que voilà, dans le propre camp qu'on essaie de créer, nous les militants, entre guillemets, on se bat pour que ça avance. Et en fait, les gens qui sont censés nous représenter, ils décident que l'union, c'est toute la gauche, ainsi que l'extrême droite, ainsi que les macronistes qui défoncent LFI toute la journée, et LFI peut rien dire. Et pourtant, moi, je suis pas LFI, tu vois, mais ça m'a fait trop chier. Je me disais, mais c'est ça. À mon avis, tu vas y entrer. Ouais. Ah ouais, j'ai l'air d'être vraiment... Ouais. Je vais essayer d'être plus ah non, mais pas de souci. Hein. Mais voilà, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était une campagne qui à la fois apportait de la joie mais en même temps aussi un truc c'est sûr qu'on va se faire avoir à un moment donné, et ça commence déjà depuis ce matin. C'est ça, il y a un peu l'idée un peu de répit ou de sursis. Je crois que c'est Usul qui disait
pays surcito, au lieu de dire pays finito, pays surcito, quoi, pays en sursis. Et c'est vrai que cette idée, elle est intéressante quand même de se dire qu'on a à construire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire de ce sursis, en fait ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire pour justement éviter la grande catastrophe qui nous pend au nez et à laquelle on pense tous en 2027 avec l'avènement de l'extrême droite au pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus Je crois qu'il y a quand même 2 acquis qui ont déjà été évoqués au cours de ce premier tour de table. Bon, le premier, c'est que sur le plan politique, on ne part pas de rien. Il y a effectivement la France insoumise qui s'affirme comme un pôle de rupture, qui joue le rôle de moteur de la gauche. Et ça aussi, c'est une spécificité française, hein. C'est une singularité européenne. Premièrement, c'est le seul pays où, face à l'extrême droite, dont la montée est un phénomène européen et pas seulement international, mais on a un bloc de gauche. Et à l'intérieur de ce bloc de gauche, la force motrice, et la force la plus importante, c'est une force qui est un pôle de rupture, qui est une gauche de rupture, anti-néolibérale et même anticapitaliste, et qui intervient, et on l'a vu, dans des points extrêmement sensibles, je veux dire, pour l'hégémonie du bloc bourgeois, y compris sur les questions comme la Palestine, la politique étrangère. Donc ça fait une différence énorme. Faisons la comparaison sur le sujet de la Palestine, par exemple, avec l'Angleterre. En Angleterre, les mobilisations de rue ont été plus importantes qu'en France. Absolument. Mais la question est complètement évacuée du débat politique, où les rares voix dissidentes à l'intérieur du Parti travailliste ont été complètement réduites au silence et évacuées, alors qu'en France, grâce à la France insoumise, grâce à la campagne qu'elle a menée, en particulier pendant les européennes, la question de la Palestine a droit de citer dans le débat politique, et un sujet politique majeur. Donc on a le pôle de rupture avec toute cette interaction que Jonathan a évoquée entre les luttes sociales, mais il faudrait, à mon avis, approfondir, hein, parce que je crois que l'un des problèmes de la France insoumise, c'est qu'elle a une grande capacité, je crois, à intégrer les revendications, les problèmes et même les élaborations des mouvements sociaux, pas simplement sur la Palestine. On peut penser au soulèvement de la terre et à toute cette écologie radicale et populaire justement que la France insoumise met en avant, mais il y a clairement aussi une distance, hein, et quelque chose qui ne fonctionne pas, hein. On l'a vu pendant les retraites, une coupure par rapport au mouvement syndical et à mon avis un problème d'implantation aussi territoriale qui pose aussi question par rapport à l'extrême droite, on va y revenir. Et la deuxième chose, c'est les résistances sociales, hein. Ça a été vu, et personnellement, je crois qu'on doit quand même s'interroger sur ce qui a permis ce renversement de dynamique entre le premier et le deuxième tour. Et je crois que ça doit nous interroger. Il y a quelque chose il y a une mobilisation multiforme qui a, je dirais, à percoler dans le tissu social, hein. C'est-à-dire, on a vu des choses entre des groupes organisés de toutes sortes. On a vu des initiatives, je ne sais pas, moi par exemple, j'ai vu une tribune de gens d'origine portugaise, par exemple, voilà, qui appelaient à soutenir le nouveau Front populaire en référence justement, en parlant de descendants de Portugais, et puis bon, ça a été aussi le cas d'Arméniens, enfin d'autres communautés. Puis on a vu la mobilisation de gens autour d'eux, quoi, dans leur cercle familial. Enfin, j'ai fait pas mal de tractages, de porte-à-porte, et j'ai vu des jeunes, par exemple, qui disaient, bon, moi, je ne peux pas voter, par exemple, je suis trop jeune, etc. Mais autour de moi, j'ai dit aux copains qu'il faut absolument qu'ils aillent voter, aux membres de leur famille qui s'abstiennent, etc. Bon, donc il y a une machine qui s'est lancée. Voilà, il y a une machine qui s'est lancée. Ouais. On a un corps social qui est capable de réaction, qui n'est pas réduit à la passivité, à l'atomisation. Et ça, je crois que ça communique, hein, d'une façon qu'on ne peut pas toujours comme ça définir, avec cette atmosphère de lutte, de mobilisation, d'effervescence sociale au cours de ces dernières années. Je crois que c'est ça nos deux points d'appui, hein. Et donc là, le travail qu'on doit faire, c'est comment est-ce qu'on peut structurer ça mieux et passer d'une situation défensive à une situation de contre-offensive, je dirais. Juste par rapport... ce qui, moi, m'a frappé, c'est comment, en fait, le Front populaire, le nouveau Front populaire, a été vecteur de politisation pour des gens qui étaient complètement dégoûtés de la politique, pour des raisons que je peux très bien comprendre, d'ailleurs, mais qu'en fait, se sont dit, là, il y a un objectif, quoi. Il y a un truc pour lequel se battre. C'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui m'avait dit, moi, c'est vrai que la politique, j'ai l'impression que c'est un truc d'experts, qu'il faut dans des émissions chiantes, parler de trucs et tout. Et d'un seul coup... Nous, quoi. non. Mais d'un coup, j'ai l'impression qu'on me parle de choses concrètes, on me parle de la rentrée scolaire qui va être gratuite, et on parle de trucs d'augmentation du SMIC. Enfin, il y avait des mesures, en fait, qui d'un seul coup résonnaient plus et donnaient envie aux gens de faire quelque chose. Là où avant, peut-être, c'était et des moins... trucs à aller chercher, quoi. Ouais, des trucs concrets à aller chercher. Ouais.
plus le fait du cadre qui dépasse, de ce cadre unitaire, hein, avec même un nom fort, hein, qui évoque quand même quelque chose qui est très ancré dans l'histoire des luttes sociales de ce pays, hein, le Front populaire, l'expérience de 36, et le fait que ce n'est pas simplement... ce n'est pas un seul parti politique, c'en est déjà plusieurs, et ce n'est pas que des partis politiques, hein. Dès le début, on a vu que des syndicats, des acteurs du mouvement social, associatif, etc., voulaient s'impliquer. Et le premier tour n'a pas permis peut-être suffisamment de voir les résultats tangibles, mais entre le premier et le deuxième tour, on a vu cette dynamique porter des fruits, justement. Et est-ce que, bon, je pose une question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que c'est pas du coup un énorme échec de ne pas avoir obtenu la majorité absolue alors qu'a été mis en branle une machine aussi énorme? Et je suis d'accord avec toi parce que j'ai observé tout ça aussi, ce front qui s'est vraiment fait, qui s'est matérialisé. Oui, mais on part de loin. Hein. Je veux dire, souvenons-nous de l'atmosphère, enfin, la désintégration de la NUPES, déjà, la criminalisation de la France insoumise à laquelle, ça a été dit, hein, le reste de la gauche a participé, plus la cinquième colonne à l'intérieur de la France insoumise, c'est-à-dire les frondeurs, etc. Bon, moi, j'ai franchi le pas depuis un certain temps déjà, hein, donc je suis France insoumise, mais donc on ne va pas m'accuser ici de charger davantage la barque que les autres intervenants l'ont fait. Mais bon, c'est clair que ce qui rend crédible cette campagne de dénonciation permanente de la France insoumise pour les médias, c'est le fait que, vous voyez, même des gens de la France insoumise disent que Mélenchon, c'est vraiment plus possible. Même des gens de la France insoumise disent comment vous ne condamnez pas le Hamas comme une organisation terroriste, mais c'est totalement scandaleux. C'est le ticket d'entrée pour dire quoi que ce soit sur la Palestine, etc. Bon, donc les dégâts ont été importants et en même temps, c'est une pure bulle, je veux dire, ça ne représente rien en réalité. Hein. C'est open bar des médias pour tout ce qui peut contribuer à dénoncer la France insoumise et Mélenchon d'ailleurs en particulier, mais ça ne représente strictement rien dans le paysage social et politique de la gauche en réalité. Et on le voit d'ailleurs, on l'a vu avec les dérives de Ruffin, sa volonté de participer à toutes sortes de combinations douteuses, et on va le voir d'ailleurs au cours des semaines qui viennent. Hein. On n'a pas fini avec Ruffin. Yazid, tu voulais dire quelque chose ? Oui, alors moi sur cette histoire-là, ce qui me paraissait fondamental à dire, c'est que si tu regardes sur la période longue, en fait, j'ai été voir un peu ça m'intéresse de voir un peu les résultats des élections précédentes. Et en fait, on a complètement oublié que en 2012, quand tu sommes, je parle de la présidentielle, tu sommes les résultats des candidats de gauche en 2012, donc grosso modo Hollande, Mélenchon. Et tu prends Lutte ouvrière et je crois qu'il y avait le NPA aussi. C'est à 43%. 43% en 2012. Tu analyses donc 10 ans plus tard, en fait, on sait l'effondrement. Et en 2022, je pense que si tu sommes Mélenchon et les satellites, t'as perdu 12-13 points. Pour une seule et unique raison, c'est le quinquennat Hollande qui a contribué à l'étalement total du signifiant gauche, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on était parti pour être dans une situation un peu à l'italienne, quoi. Si on n'avait pas la variable Mélenchon qui faisait de la différence, on était parti pour un effondrement total avec potentiellement dès 2017 un face-à-face Macron-Le Pen qui se serait installé dans la durée. Donc là, pour le coup, je pense que plutôt que de se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint la majorité, qui effectivement paraît un peu lunaire maintenant, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on a réussi à avoir ce miracle qui consiste à avoir aujourd'hui, en 2024, 12 ans après l'élection de Hollande, une gauche qui existe. Non seulement elle existe, mais elle s'est quand même bien radicalisée, quoi. Et le pôle le plus radical, le pôle de la rupture, celui qui serait potentiellement en capacité d'éviter ce qui est arrivé à Hollande en 2017, on parlera peut-être de son élection d'ailleurs, qui je trouve est un comble, ça prête presque à rigoler, mais il faut qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur cet acquis-là et l'approfondir. Et moi, mon parti pris, d'ailleurs j'en avais beaucoup parlé notamment avec les camarades de la campagne d'Amal, c'est que ça va se jouer exclusivement non, mais principalement dans la mobilisation toujours plus intense des quartiers populaires, qui effectivement ont bondi
en termes de participation. Effectivement, moi j'habite à Pantin, dans des quartiers où on n'a pas du tout l'habitude de parler politique. J'entendais des gens se dire il faut qu'on aille voter, allez, on va se bouger, etc. Moi j'avoue, aux européennes, j'y suis pas allé, mais là maintenant je vais y aller, etc. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, il faut que ce truc-là reste et puisse, d'une manière ou d'une autre, s'intensifier. Parce qu'on est quand même encore loin du 100%. Oui, la On est loin du Seine-Saint-Denis, 100%. ça reste quand même l'endroit où on vote le moins en France. Alors il y a une progression, mais ça reste quand même Il y très a en dessous. une marge de progression qui est gigantesque. Et je pense que c'est là C'est ce que disait Mélenchon hier dans son discours, Bah oui, en disant bien que la sûr. réserve électorale, c'était les quartiers populaires. Et en plus, il a dit que les quartiers populaires étaient l'honneur de la soirée, non, de la journée, de la République. Oui. Mieux que ça. Ah, tu vois, L'honneur de la République. on parlera de stratégie électorale on va et des parler. stratégies qui ont été adoptées par les uns et les autres. Moi, je pense que plutôt que d'aller s'embrouiller à ne pas vouloir parler de la Palestine et de l'islam et de la police, je pense qu'il y a beaucoup plus de voix à aller gagner simplement en mobilisant en plus sur des territoires qui sont très denses. Je veux dire, une tour, c'est 1000 voix. Tu vois et, J'aime ton côté terre à terre. Bah, mais je veux dire, Ah, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais de toute façon, Non, mais ce qu'il dit, en fait, se vérifie l'espèce de stratégie de dire facho mais pas fâché. Typiquement, Roussel, ça l'a conduit à perdre une circo qu'ils avaient quand même depuis très longtemps, dès Et le premier Ruffin, tour. avec tout ce bruit, il perd des voix. Ruffin, il a fallu avoir Bayrou, des traîtres comme Laurent Berger, des gens dont on n'a plus envie d'entendre parler, comme Lionel Jospin, pour qu'il se fasse réélire, avec vraiment une espèce de bloc républicain qui représente aussi tout ce que déteste la gauche. À un moment, c'est bien beau, hein, je dis ça Je fais une parenthèse, mais de donner des leçons d'ouvriérisme quand toi-même tu es soutenu par ce genre de personnes et que tu n'arrives plus à avoir l'unanimité de la gauche radicale. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est un parti pris qui fonctionne parce que finalement, tous les députés qui ont choisi cette ligne de rupture, et plus particulièrement sur l'antiracisme, la quasi-majorité d'entre eux est repassée, et parfois dès le premier tour. Alors, on va pas citer le 93 comme exemple parce que je pense que ce serait aussi malhonnête. Mais ceci dit, ce début de dynamique qui avait déjà été initié, je pense, en 2002, qui n'a pas pris pendant les européennes aussi, parce que c'est pas des élections c'est pas des élections qui parlent aux masses, hein, globalement. Moi, je l'observais à Saint-Denis, je l'observais à Saint-Ouen où j'habite, à Clignancourt où je travaille, où Émeric Caron, contre toute attente, a réussi à repasser, en grande partie grâce à cette partie de la Circo. En gros, la Circo, pour faire simple, elle est coupée en 3 parties. Il y a les bourgeois qui habitent à Montmartre, les bobos et bourgeois qui sont entre Jules-Jo et Saint-Plon, et après t'as nous, porte Clignancourt, L'Est Oh, parisien, bah, voilà. Montmartre. On précise l'Est parisien pour. Ouais, là c'est plus le nord, mais oui, voilà. Ah, le nord-est. Le nord-est, ouais. Je sais pas, j'ai pas de Paris, moi. Et je pense que c'est hyper important aussi de retenir ça, de se dire que Ruffin il a quand même failli se faire sortir par une parfaite inconnue, quelqu'un. Il perd des voix, hein. Il perd des voix par rapport à... il perd des voix. Et si on regarde vraiment Exactement. statistiquement, je pense qu'il faudrait aussi demander à des mathématiciens de prendre, ce qui n'est pas du tout mon cas, de prendre en compte les 100 circos qui ont été donnés au PS. Bon, bah finalement, la progression de la France Insoumise, elle est pas ouf aussi parce qu'elle a beaucoup de circos en moins. Autre chose aussi, bon, bah, les outsiders sur lesquels qu'on aurait bien aimé voir, il y en a beaucoup qui sont pas passés. Tu parlais d'Amal, mais c'est le cas de Lies Loufoque, Rachel Keke qui perd son poste. Ça, c'est Philippe Poutou, qu'on aurait tous aimé voir, etc. ouais. Donc, il y a Philippe Poutou qui a dit quand même je n'ai pas été élu, mais je suis libre pour devenir Premier ministre. Et voilà. Il garde C'est son très humour, drôle. on aime bien. Ça, J'aimerais bien. ça, c'est très drôle. Après, pour en revenir au... Raphaël Arnaud est passé quand même. Oui, Et c'est vrai. C'est Ah un oui. sacré Ouais. symbole. Hein. Ah ouais. Justement, Malgré toute il y la a- campagne contre lui. C'est un territoire massivement RN. Massivement RN. Mais c'est ça qui est C'est incroyable. la seule circo. On pourrait se dire un mec qui vient de la lutte antifasciste, qui prône, on va dire, l'autodéfense Contre les physique, physique, c'est même pas physique, l'autodéfense physique contre les fascistes ou l'extrême droite, on pourrait se dire qu'il va effrayer quand même un certain nombre de personnes. Eh ben non. Et je trouve que ça, c'est peut-être vous allez réagir dessus, c'est un pari en fait, c'est un pari de la part de l'AFI de se dire la radicalité, non seulement elle ne nous fait pas peur, mais on va la mettre en avant avec Amal Bentounsi, avec Raphaël Arnaud, avec peut-être Ali Diawara, bon, d'une certaine façon aussi en tant que militant des quartiers populaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette stratégie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire aussi, quoi? Moi, ce que je remarque, et quand je fais la comparaison avec, par exemple, le RN ou d'autres partis politiques, c'est qu'il y a une capacité chez LFI de caster des personnalités, d'avoir des gens qui sortent du lot, qui ont quelque chose à apporter, qui ont une histoire personnelle, qui fait que les gens s'y intéressent. Et je pense que Raphaël Arnaud, dans cette circonscription RN, de ce que j'ai pu voir, j'ai un peu regardé un peu les stories avec de Logu, tout ça, machin. Je pense qu'il a réveillé aussi des gens qui étaient détournés de la politique, qui se sentaient abandonnés, qui se sentaient pas représentés. Et ils ont dit, ah ouais, donc lui, il vient se battre contre les FAF. Ok, d'accord, donc peut-être on va le suivre.
Et je pense que c'est un truc, par exemple, je me disais ce matin, on peut donner plein de noms de députés LFI. Genre, est-ce qu'on peut dire des noms de députés du RN ou de Ensemble? On les connaît pas, les gens. Ou même du Parti Socialiste. Ah oui, Parti Socialiste, j'avais oublié. François Hollande. Et Olivier Faure, Oui, voilà. à la limite. À la limite, hein, Ouais. vraiment pour ceux qui commencent à s'y intéresser. Non, vas-y. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur les limites aussi quand même un peu Oui, de la justement, stratégie on va y venir. Je pense que c'est important aussi. On parlait des dynamiques locales. Malheureusement, en fait, je pense que l'élection de Raphaël Arnaud et d'autres, en fait, elle a quand même été poussée au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a eu des meetings tout le temps avec des grandes têtes de la France insoumise qui sont fédératrices et qui rassemblent. Mais moi, je pense que certains députés, si il y a Parima qui vient un jour, Mélenchon qui vient un autre, Mathilde Panot qui vient un autre, etc., et qu'il n'y a pas tous ces déplacements, et ben, en fait, il n'y a pas de dynamique locale. Et ça, c'est quelque chose de très inquiétant. C'était quelque chose qui était peut-être plus excusable, je pense. Je pense en 2016, à une époque où les gens votaient pas trop, c'était compréhensif, c'était peut-être compréhensif en 2022 ou en 2017, mais là, je veux dire, entre-temps, il y a visiblement des groupes ou des circos dans lesquels il commence à y avoir des dynamiques, mais je veux dire, moi je suis pas à fond dans le truc des premiers concernés, de la représentativité, mais tu regardes la plupart des groupes de la France Insoumise dans le 93, on a certains, ils sont non mixtes dans le mauvais sens du terme, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quelque chose qui se construit, qui se construit dans la durée, mais pour moi ça a ses limites pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une organisation politique et pas un parti, et du coup, en fait, un peu tout le monde peut y aller, mais il n'y a pas vraiment de ligne en dehors des élections. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a ses limites dans le sens où moi, je serais content, par exemple, que les filles se disent bah là, peut-être qu'on va ouvrir des centres sociaux, des espaces de rencontre qui ne se limitent pas à des élections. Et même s'il y a des syndicalistes parmi eux, ça représente, j'ai l'impression que ça ne représente pas la majorité de leurs militants et que le lien qu'ils pourraient faire à travers, entre le syndicalisme et celui de l'électoralisme pur et dur n'existe pas beaucoup. En fait, tu vois, on n'a pas des grandes figures comme ça qui nous viennent en tête de la France insoumise, de la France insoumise qui sont aussi des syndicalistes à côté. Et du coup, la porosité qui pourrait se construire d'un point de vue logique pour une gauche de rupture, elle est complètement vérolée par ça. Par le fait aussi que la proposition, en fait, moi j'ai l'impression qu'à part distribuer des tracts et venir à des meetings, rien d'autre derrière. Je dis pas que c'est pas une bonne chose. Pour moi, c'est important. C'est une étape qui est nécessaire pendant les élections. Mais du coup, comment est-ce que tu milites en dehors des élections sur ce sujet-là? Je suis peut-être un peu dur, mais vu de l'extérieur, j'ai l'impression que militer pour la France insoumise, ça se limite quand même. Ça se limite quand même à ça. Déjà même localement, il n'y a pas d'implantation de la France insoumise. Là où il y en a quand même, il y a des interventions sur des sujets très locaux, très concrets, mais qui sont tout à fait vitaux. Bon, je milite à Paris dans le 20e arrondissement. Bon, la France insoumise, malgré les problèmes là qu'on a eu avec Daniel Simonet dans ma circonscription en particulier, etc. Mais enfin, il y a quand même, sur plusieurs années, si on examine les choses, et d'ailleurs Daniel Simonet a fait aussi un travail qui a été intéressant sur certains fronts. Le 20e arrondissement est représentatif par rapport à la France insoumise. Les camarades lui disaient, en tout cas dans l'Est parisien, il y a des expériences intéressantes de travail sur des problèmes qui peuvent être les écoles, qui peuvent être le logement, qui peuvent être les projets de rénovation urbaine. Ça, c'est je crois, des questions très concrètes. Et puis, quand il y a des mouvements sociaux, les groupes de la France insoumise jouent aussi un rôle à l'échelle locale, dans les interpros. Mais c'est sûr que l'un des problèmes, par exemple, des groupes d'action, là où il y a une implantation, ce qui est loin d'être le cas partout, voilà. et le profil sociologique et culturel de l'Est parisien n'est pas celui du 93, par exemple, très clairement, c'est qu'ils sont livrés à eux-mêmes. C'est un travail qui est peu structuré, il n'y a pas de ligne directrice, et donc c'est beaucoup plus difficile de capitaliser en quelque sorte. Il y a des énergies un peu qui se perdent un peu dans le sable, en quelque sorte. Moi, j'ai une question par rapport à ça, peut-être que du coup, comme tu es dans l'organisation, tu as peut-être des réponses. Parce que moi, je vois par exemple le RN. Le RN, ils ont 140 et quelques députés. On dit qu'ils sont implantés, et pourtant on voit que les candidats qui prennent, c'est des candidats fantoches. Des fois même Élodie Babin qui n'a même pas existé pendant la campagne. C'est caché, ouais. Et c'est caché. Il y en a plein où c'est des gens sortis de nulle part qui n'ont rien fait de particulier à part venir se présenter et ils ont gagné parce qu'il y avait la figure de Bardella et la figure surtout de Marine Le Pen. Mais pas seulement, il y a CNews aussi. Et il y a tout un système médiatique qui est derrière que nous on n'a pas, bien entendu. Donc en fait, pour toi, il faut qu'on pense. C'est 50 ans. Il y a 50 Depuis 72. Je veux dire, l'asymétrie, il faut être clair.
quand on est dans le camp des dominés, quand on est dans le camp des exploités, pour faire contrepoids à la puissance de feu énorme du camp d'en face, il faut s'organiser. Les modalités d'organisation évoluent et sont diverses. Aujourd'hui, ça ne peut pas être les mêmes que celles d'il y a 30 ou 50 ans, mais la nécessité persiste. Hein. Et dans le domaine des limitations, moi, j'en vois deux. La première a déjà été évoquée, c'est que dans les zones de force, il y a un décalage considérable entre l'outil, l'organisation et l'influence électorale. Hein. Et on tente de la combler par des coûts politiques, ce qui est nécessaire, hein, ce qui apporte des résultats, mais ça ne peut pas servir de substitut à un travail plus patient sur le plus long terme d'implantation locale qui fait que le noyau militant, enfin les forces militantes doivent être quand même à l'image de la population qui vit dans ces quartiers et donc avec une capacité de produire aussi des cadres, des militants, des élus, d'avoir une implantation municipale, une présence municipale. Hein. Il faut voir aussi le désavantage de LFI par rapport à d'autres forces de gauche. Le Parti socialiste pèse moins que la France insoumise sur plusieurs niveaux, mais il contrôle un nombre de municipalités et il a un tissu d'élus locaux, et même le PCF d'ailleurs. Hein. Bon, donc il y a ça à prendre en compte. Et il y a un deuxième biais, je crois, de la France insoumise, et pas seulement, c'est un biais, je dirais, urbano-centrique. Et là, il faut se poser des questions. J'avais étudié en 2022, de façon assez précise, les résultats de Mélenchon de 2022 par rapport à 2017. Eh bien, ils étaient en recul sur toutes les communes de moins, je crois, de 50 000 habitants, qui sont aussi des communes où il y a un pourcentage en général assez élevé de population ouvrière, employée, enfin des classes populaires et des classes travailleuses, alors que le score national de Mélenchon était en progression, et notamment dans les grandes villes, il était dans une progression très très claire. Hein. Donc au moment où on progresse au niveau national, où cette progression est très sensible dans les grandes villes, on régresse par rapport à 2017, où il n'y avait pas de candidat PCF, d'ailleurs, en 2017. Donc l'écart est plus important, et je pense que ça a été confirmé par le premier tour. Je n'ai pas encore regardé de près, mais il me semble que le résultat du premier tour des législatives confirme en quelque sorte que la gauche est en recul, précisément, dans sa totalité, puisque c'était des candidats NFP, que la gauche est en recul dans ces territoires. Et là, le besoin d'implantation locale est encore plus flagrant, je veux dire, pour contrebalancer les avantages comparatifs du RN, qui ne sont pas nécessairement une implantation militante, encore qu'il ait une implantation locale dans certains endroits, mais qui est tout ce système médiatique, etc., qui travaille pour lui, et un corps social qui est chauffé à blanc dans cette direction depuis un certain temps. Là, il faut des contrepoids. Et le contrepoids, ça doit être une présence physique, directe, un contact, un système de réseau. Il y a tout un maillage qui n'est pas simplement partidaire. Je veux dire, les forces de la gauche sociale et politique doivent sérieusement se poser la question de comment reconstituer un maillage dans ces parties du territoire. Une dernière question là-dessus, parce que ça m'intéresse, parce que j'essaie de comprendre comment faire pour améliorer le truc. Est-ce que ce que Ruffin disait aussi, qu'il y avait ce manque de présence dans la ruralité et tout. Justement, tout à l'heure, je crois que c'est ce matin, Ruffin a dit quand la gauche perd les ouvriers, elle perd son âme. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Qui a provoqué beaucoup de réactions, parce que Ruffin fait du Ruffin, pas fâché, pas facho, etc. Peut-être tu peux répondre à la question de Samora et aussi à cette phrase de Ruffin qui est quand même pas anodine. Mais je crois aussi que le problème, Ruffin a en partie raison, parce qu'il y a effectivement un décrochage avec les classes populaires et la classe travailleuse, c'est évident. Je veux dire, les sondages sortis des urnes nous ont montré que 57% des ouvriers, selon le sondage Ipsos, ont voté pour les listes RN au premier tour. C'est quelque chose qui est effrayant, et ce n'est que le point d'une tendance qu'on voit se déployer depuis la fin des années 80 pour aller rapidement. Donc ça, c'est tout à fait incontestable. Mais on voit aussi que la seule force qui a encore un électorat populaire, y compris ouvrier, c'est la France insoumise. Et ce que François Ruffin ne voit pas, c'est que il y a une partie essentielle de la classe ouvrière en France, et la classe ouvrière racisée. Et pas blanche, d'une part, et d'autre part, même pas de nationaux. Donc aussi,
aussi d'étrangers qui sont là et qui font intégralement partie de cette classe ouvrière. Donc, il est évident qu'il y a une fragmentation des classes populaires et de la classe travailleuse et qu'il faut travailler à réunifier, que c'est un travail difficile qui doit être mené sur plusieurs niveaux, différencié selon les territoires et que, bon, on ne part pas de rien. Il y a une expérience internationale aussi qu'il faut prendre en compte. Je pense aussi à l'expérience, par exemple, de forces comme en Catalogne ou en Italie qui construisent des sortes de bases locales avec le système des centres sociaux, construire des espaces, justement, qui ne sont pas des espaces partidaires au sens étroit, justement, du terme, mais qui permettent d'installer précisément le maillage qui manque et dans des territoires qui sont, je veux dire, il y a une forme d'atomisation, de repli sur soi, oui, c'est ça, c'est des territoires sinistrés sur plusieurs niveaux, pas simplement au niveau économique. Donc la gauche doit refaire ce qu'elle avait su faire à une certaine époque, intervenir. Moi, la seule chose qui m'énerve en fait dans la catégorisation de l'ouvrier, enfin dans la vision de l'ouvriérisme de Ruffin, c'est qu'en fait on a l'impression, et on en parlait tout à l'heure en off, que les ouvriers, c'est avant tout les gens que lui va rencontrer dans des usines qui pour certains ont des contrats, mais en fait parce que c'est des usines qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc ils bénéficient déjà de syndicats, etc. Et qu'en fait, le secteur de la logistique, qu'on oublie parce que le pouvoir est quand même logistique, et qu'en fait, et d'ailleurs, ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, c'est quand même dû à ça. Le fait que Mélenchon marche aussi bien dans les métropoles, c'est quand même aussi directement lié à cet aspect-là. Et en fait, une partie des gens qui sont pas littéralement considérés comme des ouvriers parce qu'ils bossent pas à l'usine, ça reste des prolos qui bossent dans la logistique, on n'entend jamais sur ces sujets. Pareil pour les travailleurs précarisés qui bossent chez Uber, qui ont absolument aucune couverture sociale, c'est valable pour les VTC de manière générale, et une cœur du prolétariat, il se trouve là aussi, et c'est effectivement pas un prolétariat qui est blanc, y compris dans les zones périphériques et même de plus en plus dans les zones rurales. Sur ce manque, sur ce manque d'implantation aussi, t'en parlais tout à l'heure, moi je pense qu'il y a une grosse difficulté dans le rapport de force à vouloir imposer ces thématiques, parce que c'est pas que la France insoumise elle en parle mal. Moi je prends l'exemple par exemple du mouvement des agriculteurs où ils ont été impeccables. Ils ont été super. Sauf qu'à aucun moment, on a laissé même quelqu'un, par exemple, comme Mathilde Panot, qui connaissait un petit peu le sujet de par son environnement familial, tourner en boucle sur les plateaux. Parce que si tu l'invites, en fait... Trouvé qui est une spécialiste. Bien sûr. Et qui a des liens, d'ailleurs, avec des militants et des syndicalistes. Oui, voilà. Et en fait, on est aussi quand même dans ce truc où, malheureusement, notre parole, si on veut la structurer, enfin, une parole structurée, si on veut avoir le temps de l'avoir, c'est sur des médias indépendants. Et en face, on a Bolloré, des potes russes, et pas que russes d'ailleurs, le MEDEF, au moins 2 milliardaires, voire plus si tu comptes le bloc macroniste. Il y a un tweet là-dessus qui m'a fait rire. D'ailleurs, nous, on a France 3 régional. C'est vrai qu'ils ont joué un rôle, à mon avis, qui est pas négligeable dans cette élection quand tu vois le niveau de certains candidats RN. Et c'est là où c'est encore plus rageant. C'est-à-dire que, tu vois, on te sort vraiment des espèces de restants vichistes de candidats qui sont complètement ahuris, débiles, qui n'ont absolument rien à dire. Quand tu regardes certains débats sur France 3, franchement, il y a des gens qui sont amusants à compiler. Tu rigoles jaune en fait parce que tu vois que le niveau est faible et que ces gens-là maintenant ils répondent immigration à tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mais qu'en fait c'est des gens en fait qui pourraient facilement se faire éjecter s'il y avait des propositions concrètes qui parlaient. Et face à ça, malheureusement aussi dans les zones rurales, faut voir un aspect démographique. Il y a beaucoup de jeunes qui votent Bardella. Mais c'est aussi des zones où les gens sont quand même plus âgés, regardent plus la télé. Et où en fait politiquement c'est dur de construire aussi parce que quand il y a des mouvements sociaux, globalement les gens se mobilisent moins, c'est-à-dire qu'il va y avoir des manifs hebdomadaires par exemple pendant la réforme des retraites, mais concrètement sur le terrain des luttes, sur le terrain des luttes en dehors d'une usine qui se met en grève, il n'y a pas grand-chose à construire non plus. Les thématiques et les affects liés à l'antiracisme, malheureusement j'ai l'impression que ça marche pas très bien pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en emparer justement. Et il n'y a pas de... Grosse question, ça. Comment on va toucher les Blancs sur les questions de la précarité. Et ouais, c'était juste ça. Excuse-moi, juste pour finir, c'est qu'en fait, on parle de Ruffin quand il dit qu'on perd des ouvriers, c'est vrai, mais sauf qu'en fait, à un moment, quelle proposition Ruffin a à faire de mieux que le programme de la France Insoumise qui parle de rehausser le SMIC, de pas forcément augmenter les impôts des classes moyennes, mais plutôt des très très riches, d'essayer d'améliorer le niveau de vie, de bloquer les prix, etc. Ruffin n'a absolument rien de plus à proposer au prolétariat. Il dit arrêter de parler d'islamophobie, de violence policière et de Palestine. Si,
Ruffin cultive Oui, voilà. l'illusion selon laquelle si on met sous le tapis la question du racisme, on va gagner. C'est ça. Mais absolument pas. à ce jeu-là, Bien sûr il est que non. complètement perdant. Il ne sera jamais assez, justement, il ne le mettra jamais assez sous le tapis pour des gens qui sont déjà dans cette logique. On ne peut pas entrer dans ce jeu. On part perdant de toute façon, je veux dire. De son propre point de vue, c'est quelque chose qui est complètement inefficace et totalement contre-productif. Et encore une fois, ça s'est vérifié avec Roussel et ça a failli se vérifier avec lui parce que sans ensemble, en fait, il était mort. Comme tu dis, il recule. La Ruffin, il est passé à la limite. Hein. Yazid Alors, en fait, moi, je pense que tu parlais de l'élection de 2022. Moi, en 2022, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que déjà à l'époque, il y avait quand même une campagne anti-FI, anti-Mélenchon qui était pas neutre. Et en plus, l'élection intervient dans un contexte de début de guerre en Ukraine, d'unanimisme pro-OTAN, pro-intervention, etc. Macron, commandeur des armées, qui se pose comme celui qui va résoudre la situation. Et malgré tout, je constate une progression quand même super sensible du vote Mélenchon, y compris quand on parle de villes comme Paris, Marseille, Lyon, enfin des bassins urbains qui sont quand même blancs et qui a priori sont relativement méritent une discussion, relativement encore à l'abri de la destruction néolibérale en cours. Hein. Relativement, c'est pas tout à fait vrai en vérité, parce que mon point c'est précisément que le niveau de maltraitance, enfin la généralisation de la maltraitance fait que même une population qui, je pense, il y a 15 ans aurait trouvé Mélenchon un peu excessif, etc., dans le contexte de l'élection de 2022, est allé voter pour lui. Donc moi je pense que si victoire il y a un jour, elle va se jouer dans les classes populaires, évidemment indigènes qu'on connaît bien et qui se sont mobilisées massivement et auprès desquelles il y a aujourd'hui un acquis qui est incontestable. Quand tu dis Mélenchon sur un marché aux Quatre Chemins, à la Courneuve, à Montreuil, partout, il y a des ça Arabes réveille noirs, en fait, quoi. c'est un mot-clé. Tu vois, comme Palestine, hein. Bien sûr. Moi quand je distribue des tracts sur un marché, Palestine, les gens reviennent prendre le tract. Tu vois. D'autant que les 2 dernières semaines, ça n'a pas été une campagne faite sur les questions antiracistes. Ah bah pas non, tellement. bien sûr que non. Et quand même, ça a fonctionné. Il y a un Mélenchon acquis. est une valeur sûre. C'est une valeur sûre dans ces territoires-là. Maintenant, il faut approfondir. En fait, il faut enfoncer le clou en allant chercher les personnes qui ne se sont pas encore mobilisées pour aller voter. Je pense qu'en fait, si Mélenchon un jour est amené à avoir une majorité, elle se fera cette majorité dans les bassins urbains. Je pense que ça va être les gens, des étudiants qui habitent en centre-ville, qui ont du mal à remplir leur frigo, qui vont aller, tu vois, manger au resto du cœur. Ça va être nous en fait. Hein, tu veux dire qu'on va sauver ce pays? Incroyable, La Yazid. population française vit en dehors des grandes villes. Alors, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a une distinction à faire entre les petites villes et la grande ruralité. C'est pas tout à fait la même chose. En termes de réalité sociale. Les trends électoraux, quand tu descends à moins de 50 000, sont relativement similaires quand même. Hein. Et 50 000, c'est déjà des vraies villes. Hein. Tout à fait, c'est vrai. Alors, c'est une discussion à avoir. Mais moi, je pense qu'en tout cas, si tu veux, si la stratégie, c'est de se dire qu'on va aller chercher des gens qui votent déjà pour le RN. Parce que je remarque quand même qu'on parle assez peu des gens qui s'abstiennent. Quand on parle des ouvriers blancs, etc., qu'on dit qu'il ne faut pas trop les heurter avec les discussions autour de la Palestine, l'islamophobie, etc. En général, on parle de gens qui sont déjà acquis à la cause du RN et qui de toute façon ne voteront pas, tu vois, ni pour Ruffin, ni pour Mélenchon, ni pour qui que ce soit. À la limite, je préférais qu'on parle des abstentionnistes dans ce cas. Mais à mon sens, ça c'est une analyse que je fais un peu à la louche, il me semble que quand tu fais le rapport entre l'effort déployé et les gains réalisés, il me semble qu'il y a beaucoup plus à gagner dans une mobilisation continue. Par exemple, sur la question des municipales, on en parlait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a une mobilisation qui doit s'inscrire dans le temps et pas juste être des coups comme tu disais, et qui doit aller mobiliser très massivement ces personnes dans les bassins urbains, qui représente, tu dis 50%. Moi, je pense qu'on est plutôt autour. Ça dépend de comment on catégorise. On fixe le urbain. Hein. Il y a urbain et urbain. Hein. Il y a la France des métropoles, tu vois, 100 000 habitants et plus. Bon, là, je veux dire, c'est le terrain qui est le plus favorable, si tu veux, mais il y a encore une marge de progression tout à fait considérable. Hein. Ça, c'est tout à fait évident. Moi, je parle de la France métropolitaine. Mais il y a le reste aussi. Hein. Parce que tu vois, moi, je viens d'une ville où on est 50 000. Mais je pense que tu peux pas comparer la ville de 50 000 d'où je viens avec Montargis ou avec Meaux. Je viens d'une ville de 50 000 habitants qui est première couronne parisienne. Oui. Donc moi, je pense que c'est au niveau des bassins métropolitains que peut se jouer quelque chose qui est de l'ordre de la construction d'une majorité.
À mon sens, si tu veux, si on s'en tient aux tendances qui sont en train de se définir là depuis 2017, en particulier depuis 2022, et ce qui semble être en train de se passer dans les territoires un peu plus éloignés, qu'on peut regretter. C'est-à-dire que le vote rural aille plutôt prioritairement au RN, on peut le regretter. Je ne sais pas si la stratégie consistant à aller les chercher au prix d'éventuels renoncements, stratégie gagnante, tu penses soit qu'elle pas n'est pas gagnante. Je- quoi, ouais. soit Je bonne. ne prône surtout pas Bien de sûr, non, bien sûr, renoncement. bien sûr. C'est pas ce dont je t'accuse. Moi, je me pose une question par rapport à ça. C'est que si jamais la gauche française, et donc LFI, parce qu'on parle de LFI, décide que pour des raisons électorales, il faut mettre sous le tapis les questions antiracistes pour du coup chasser sur les terres du RN, essayer de convaincre des gens du RN de voter pour leur intérêt et pas contre leur intérêt juste parce qu'ils sont racistes, je pense qu'on c'est peine perdue parce que je pense que les gens qui aujourd'hui votent RN dans les villes dont on parle sont déjà matrixés par le racisme, ont déjà un logiciel raciste qui est affirmé, et ils sont prêts à voter justement pour des choses qui vont même les mettre encore plus dans la galère, s'ils sont sûrs que les personnes noires, arabes et autres qui sont en dessous d'eux et souffrent encore plus d'eux. Parce qu'eux, ils sont résignés. Ils se disent, de toute façon, on ne peut pas changer la situation pour nous, c'est compliqué, le capitalisme, machin et tout. Ils ne veulent pas le remettre en question. Mais par contre, s'ils sont sûrs qu'il y a une classe en dessous d'eux qui peut être leur souffre-douleur, qui peut galérer, ben, c'est OK pour eux. Et je pense que ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien de les chercher là. Et je pense que, comme tu disais, enfoncer le clou dans les villes, il y a encore des villes qui sont, par exemple, Macron, etc., où il y a moyen de convaincre et tout. Je pense qu'il faudrait peut-être aller plus par là. Moi, je suis complètement Justement, d'accord avec ça, mais il y a une exception, ce qui Tu veux m'intéresse là. rajouter quelque chose Je voulais juste dire que en fait, le seul moment où tu peux aller les chercher, c'est des moments où il y a des confrontations de classe, comme c'est le cas, ça a été le cas pendant la réforme des retraites et les Gilets jaunes, et où c'est d'ailleurs plus, à mon sens, le rôle de l'autonomie des luttes que celui de la France insoumise, parce qu'il y a plus d'assises. Quand je parle d'autonomie des luttes, c'est au sens très large du terme. Oui, comme les Gilets jaunes, par exemple. Les Gilets jaunes, c'est un très bon exemple, mais je pense que ça a été le cas pendant la réforme des retraites, où, peut-être que je me gourre, hein, mais moi j'aurais tendance à penser que la saison, donc je parle de saison en termes au niveau scolaire, ou l'année scolaire, en tout cas, joue pas du tout en notre faveur non plus. On est cette année dans une année où il y a quasiment rien en termes de mouvements sociaux. Je parle de masse, hein, attention, je dénigre pas les gens qui luttent au quotidien et les petits combats, mais c'est-à-dire qu'à part le mouvement de solidarité envers la Palestine, qui à mon avis a une influence aussi sur le vote, cette saison, c'est une saison qui est morte. Il y a pas, on sort d'un an de chaos à la suite de la réforme des retraites. L'autonomie des luttes n'a pas été en mesure de proposer quoi que ce soit non plus. Et d'ailleurs, c'est dans une séquence électorale. La Palestine a beaucoup mobilisé les forces militantes. Absolument. Mais là, je parle de quelque chose justement de quelque chose qui peut ramener d'autres militants. Là, il y a eu beaucoup de primo-manifestants et de néo-militants. Mais si on reste focalisé sur la question plus du périurbain et des zones rurales, je pense que c'est plus dans ces cas-là que tu peux aller les chercher. Mais effectivement, il y a un sens des priorités à avoir. Qu'est-ce que tu veux raisonner quelqu'un qui est raciste et qui préfère expulser des immigrés que de gagner 300 balles de plus par mois, par exemple? Ça n'a absolument aucun sens. Encore faut-il se donner la peine quand même de poser la question en ces termes. Hein. C'est-à-dire, je crois qu'il faut sortir du dilemme selon lequel soit on met la question du racisme sous le tapis avec l'espoir totalement illusoire que si on parle uniquement des salaires, de la protection sociale, etc., on va gagner des gens qui se dirigent, qui se trompent simplement de cible, etc. Non, il y a quelque chose de plus profond. Il y a une grille de lecture et d'interprétation de la réalité qu'il faut remettre en cause, sinon on ne peut pas progresser. Ceci étant, il est vrai aussi que très souvent, la condamnation du RN et de l'extrême droite et la critique est exclusivement sur un terrain quand même moral, hein, c'est ce qu'on entend par les médias dominants, et ne pose jamais la question du fait que c'est aussi une arnaque sociale, que le RN est complètement fait partie du cadre néolibéral et de son intangibilité, et que ces promesses sociales qu'il est malgré tout quelque part obligé de faire, hein, même si c'est de façon de plus en plus vague, de plus en plus floue, on ne peut quand même pas dire qu'un parti qui a cette assise électorale dans les classes populaires ne leur promet strictement rien en termes de gains. Quelque part, il y a quand même une idée qu'on a quelque chose à gagner. Et ça, il faut quand même le déconstruire. Et ce n'est pas fait suffisamment. Moi, je m'étonne du fait
fait qu'en tout cas dans les médias, même de centre-gauche, c'est uniquement dans les derniers jours, à chaque fois de la campagne, qu'on se souvient de dire « Ah oui, regardons en fait le programme économique du RN et voyons qu'ils racontent en réalité absolument n'importe quoi, que même leur promesse de soi-disant augmentation des salaires, c'est juste en fait pour ne plus payer de cotisations sociales, donc ça va se retourner. » C'est toujours quand il est -5 et beaucoup trop tard en fait qu'on s'intéresse à ce genre de sujet. Non, il faut faire les deux. Il faut absolument être très clair, ne faire aucune concession sur la question de la critique du racisme, de tout ce qu'il peut y avoir de toxique, de division, de ressentiment, bon, de tout ce qui a été dit derrière ça. Et aussi remettre en cause le fait que le RN est fondamentalement un parti qui est du côté de la bourgeoisie et que les classes travailleuses blanches n'ont strictement rien à gagner dans leur vie quotidienne du point de vue de leur intérêt matériel en soutenant le RN. Ça me semble un point tout à fait fondamental qui est tout à fait nécessaire, même s'il n'est pas suffisant. La solution, c'est pas qu'il faut un CNews de gauche qui abreuve comme ça au quotidien. C'est nous, hein. Ouais, mais tu vois, à la TNT, malheureusement, Parole d'honneur n'est pas encore à la TNT. Bah, il y a peut-être trop long. Il y a potentiellement le média ouais. qui a déposé un dossier de candidature. Et de toute façon, l'enjeu, finalement, au final, la force de frappe médiatique est une force de frappe financière. Donc, quand même, tu aurais un média, ça ne changerait rien au fait que le dispositif dans son ensemble, il est quand même largement bourgeois. Un contre. À la TNT. Oui, bah, t'en as beaucoup. Et puis on n'a pas parlé de la presse, mais la presse, c'est pas beaucoup plus glorieux en vérité quand tu regardes ce que les gens disent. C'est la même y chose. compris la presse écrite de gauche, tu parlais de la posture morale. Bah oui, Une bien partie sûr. de la presse de centre-gauche a été beaucoup plus offensive finalement avec la France Insoumise qu'avec le RN, sauf sur des questions pour dire que le racisme c'est pas bien, que c'est des descendants de Vichy, etc. Et ressasser des choses en fait qu'on ressasse déjà depuis une vingtaine d'années et qui n'ont qu'une efficacité qui est finalement extrêmement limitée. C'est même exactement l'inverse. Bien sûr. On sait très bien qu'elles font totalement partie Bien du sûr. problème et que c'est ces leçons de morale qui sont répétées à longueur Absolument. de journée par des sachants ou supposés tels, en tout cas, etc., qui provoquent la réaction, justement, et l'aliénation profonde que sentent certaines fractions, justement, des classes populaires et travailleuses qui ne peuvent plus supporter ce genre de discours de la part de gens qui, dans leur grande majorité, quand c'est le cas, évidemment, des médias de centre-gauche, de la gauche social-libérale, etc., se sont retournés contre eux et les ont fait morfler quand ils étaient au pouvoir. Et là, c'est leur grand retour en plus. C'est là où c'est aussi dangereux pour nous. Et moi, c'est une des raisons qui fait que, même si je suis agréablement surpris et que je me dis que la dynamique tend plutôt vers la gauche de rupture que vers ce qui tend de plus à droite, on va devoir composer avec eux maintenant. Justement, je voulais qu'on aborde un petit peu ce sujet du PS, de la menace PS, de la gauche molle, on va dire, puisqu'on voit depuis hier, j'ai vu par exemple le Manel, ou Manel. Voilà, le lycéen président de du l'UCL. Le jeune... Non. C'est l'Union communiste libertaire. Ah ouais, bon, le jeune tribun, on le connaît tous, et qui donc... alors du coup, il y a quelqu'un qui va devoir partir, je suis désolée, j'aime pas virer les gens, je suis pas Darmanin, mais alors soit on rajoute une chaise, soit il y a quelqu'un qui s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est... C'est toujours mieux quand la famille s'agrandit plutôt que le contraire. On continue peut-être pendant qu'il s'installe. Ouais, voilà. Et donc, PS. le Manès, il disait « Ne nous trahissez pas » en parlant du nouveau Front Populaire, etc. Il y a vraiment ce truc qui rôde de la réhabilitation du PS, qui inquiète une certaine partie de l'électorat du nouveau Front Populaire. Du coup, qui veut réagir un petit peu sur cette question de la réhabilitation du PS, qui est matérialisée quand même par la présence de Hollande à l'Assemblée, et puis l'omniprésence de Glucksmann dans les médias depuis le début de la campagne. Alors Glucksmann, donc il faut dire que ce n'est pas un membre du PS quand même. Il est régulièrement invité à se prononcer au nom du PS, dont il n'est pas membre. Il est membre de Place Publique, qui effectivement a présenté une liste commune avec le PS aux élections européennes. Alors par rapport à cette question de la trahison, je pense qu'il faut à la fois n'avoir aucune forme d'illusion quant à la nature profonde des partenaires avec qui le nouveau Front Populaire a été constitué, en particulier le Parti Socialiste, qui a enfanté Macron, je veux dire littéralement. On peut, je pense, de manière non contradictoire, dire qu'il n'y a aucune illusion à se faire quant à
aptitude à tenir une ligne radicale face à la bourgeoisie et au fascisme. Mais par ailleurs, moi, il me semble qu'un calcul électoral même assez élémentaire devrait a priori les dissuader de se lancer quand même de manière trop effrontée dans des trahisons là dans les prochaines semaines. Très concrètement, autant le nouveau Front Populaire, contrairement aux deux autres blocs, il est quand même assez morcelé, ce qui n'est pas le cas du RN, ce qui n'est pas le cas d'Ensemble, même si Ensemble, on sent que c'est en train de... Il y a quand même trois tendances différentes, les gens n'en parlent pas, mais le Modem, Horizon et Ensemble, c'est pas... Ensemble est en train de s'effronter, de s'effriter contrairement au RN. Bien. En dépit du fait qu'il soit le bloc le plus morcelé, je pense que les organisations qui en font partie sont celles qui ont le plus conscience du fait qu'elles ont beaucoup à perdre à se compromettre dans d'éventuelles alliances avec Macron, parce que c'est avec lui qu'il s'agirait de faire une alliance. Moi, je parie plutôt, on n'est pas là pour faire des pronostics, mais moi je parie plutôt sur une solution d'entre-deux, à mi-chemin entre les fascistes et Macron, si on est amené à parler de gouvernement. Je pense pas qu'il y ait un maillon qui fasse défaut, je pense pas. Mon opinion sur le sujet est qu'a priori on ne devrait pas voir des Verts ou des socialistes se lâcher de manière trop décomplexée dans le sens d'une collaboration avec Macron. Paul, déjà bienvenue, bonsoir. Tu es le bienvenu, Paul. Alors juste avant peut-être que tu réagis sur le PS et ce dont parlait Yazid, je donne un petit chiffre. Il y a une évolution en siège de plus 109% pour le PS. Voilà. Donc on comprend l'inquiétude. Oui, ils ont eu le gros lot. Ils passent d'une trentaine de députés à une soixantaine. Donc effectivement, c'est un sujet au minimum d'inquiétude. En tout cas, il faudra regarder ça de près. Mais ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis assez d'accord. C'est qu'en fait, on a bien vu que la semaine précédente, le résultat de ce second tour, on a des propos extrêmement ambigus, avec toute l'art de l'ambiguïté de la gauche, on va dire, réformiste en France, pour dire... à situation exceptionnelle, peut-être circonstances exceptionnelles, pratique exceptionnelle. Mais avec cette idée qu'à chaque fois qu'on leur posait la question, mais donc du coup avec les macronistes, etc., hop, un pas de recul. Et donc c'était un peu une ambiguïté cultivée, quoi. Et de fait, là où j'irais dans ton sens, c'est que face en fait, au résultat tel qu'il est aujourd'hui, avec la légère avance du bloc de gauche, etc., ils n'ont pas intérêt à le promouvoir tout de suite. Promouvoir tout de suite, ce serait porter eux-mêmes le poids d'une division au moment où on peut encore jouer une carte, c'est-à-dire jouer les batailles jusqu'au bout, comme Mélenchon l'avait dit la semaine dernière en disant il faut aller jusqu'au bout, mener la bataille et encore avec la mobilisation. En fait, le discours sur une coalition à 72 heures d'une élection, c'est du défaitisme, il n'y a pas d'autre mot. Donc, bref, et du coup, moi ce qui me fait peur plus, c'est l'idée que, il y a une carte à jouer peut-être. Il y a l'idée de dire qu'il faut imposer un gouvernement de nouveau Front Populaire, mais l'imposer aux macronistes alors qu'on n'a que 200 élus de gauche et qu'il y a d'autres coalitions qui comptent, ça veut dire qu'il faut sortir de l'espace institutionnel. Parce que ce qui nous occupe quant à la place du PS, c'est cette question-là. C'est qu'à l'intérieur de cet espace institutionnel, du fait des alliances, des désistements et plus de la notabilité médiatique dont ils bénéficient, ils ont une forme de centralité qui est une illusion d'optique électorale. Comme les élections européennes sont souvent cette illusion, remettre une balle dans la machine de cette illusion électorale, alors que dans l'espace du camp social, c'est-à-dire lorsque se mobilise le peuple de gauche actif et, on va dire, engagé, je ne suis pas sûr de leur centralité. Même au contraire, j'aurais tendance à dire, regardez le mouvement de soutien à la lutte du peuple palestinien, c'est pas là où on a vu Glucksmann briller, pour rester poli. On les voit dans les manifs ces derniers temps. Oui, non mais c'est ça. On les voit avec SOS Racisme par exemple, toute cette ambiance-là, elle revient quand même, elle se rematérialise par quelque chose dans la rue. En partie. En tout cas, je rappelle que Glucksmann, il s'est fait virer le 1er mai quand même d'une manif. Mais je suis d'accord, il y a cette tentation d'occuper cette place à gauche parce que chacun va jouer. Moi, du coup, ce qui me fait peur en termes de sujet d'inquiétude, ce que je veux dire, c'est que tu as dit, en dehors du fait qu'ils sont, à mon avis, incapables de tenir une ligne plus ou moins radicale, parce que le mot radical est un grand terme, c'est qu'ils ont été absolument incapables, depuis 2022, de s'opposer concrètement à l'agenda du pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait un sujet clivant ou une polémique,
ils ont tout fait, soit pour ne pas perdre des plumes, soit pour esquiver la question, soit limite pour donner le point à l'adversaire sur la radicalité des propos d'un tel, sur les provocations que ça représenterait d'avoir un kéfier. En gros, hein, quand ils ont... je parle du Parti Socialiste ou des Verts, enfin les gens qui ont dit planquer Rima Hassan, je veux dire, il y a un problème avec ça. Et du coup, c'est ça. Et du coup, par de pareils objets, les âmes sont troublées. En gros, du coup, la question, ça va être la vacance du pouvoir. En fait, si la gauche veut s'imposer comme gouvernement, il faut qu'il y ait un mouvement qui sorte de l'espace institutionnel, et c'est pas dit que ce soit possible. C'est-à-dire que la force du nouveau Front Populaire par rapport à la NUPES, c'était aussi l'idée de dire qu'elle a été portée par autre chose. Il y a aussi les syndicats, le monde associatif qui s'est un peu engagé dans la bataille, il y a eu des forces militantes qui sont venues, et ça, si ça ne trouve pas de débouchés concrets, qui créent conditions politiques d'une organisation de ce mouvement, ça va être dur. Et pareil, pour imposer aux macronistes ça va être encore plus dur. Donc, de fait, s'il y a une vacance du pouvoir, les forces qui sont les plus institutionnelles et les moins en capacité de résister à l'agenda du pouvoir seront celles qui seront également les plus tentées d'une coalition. Qu'est-ce que tu appelles vacance du pouvoir? Parce que il ne peut pas y avoir de vacances de pouvoir par définition. Hein, bien sûr, dans la Constitution. Là, on voit bien que face à une assemblée, etc., la question c'est qui va le prendre, qui va imposer un premier ou une première ministre. Et s'il y a pas de réussite d'un gouvernement de gauche qui s'impose sur son programme, dans le cadre de son programme et son périmètre, c'est sûr qu'en face, ils font des additions et qu'ils regardent. Et si vous regardez le bloc PS jusqu'à LR, il y a 289 députés pour gouverner ce pays. Alors, je ne dis pas que tous les socialistes vont tourner Kazakh, mais je dis, du coup, en l'absence d'un gouvernement de gauche, l'idée qu'il y a une majorité, il n'y a pas de majorité et qu'il y a une chambre ingouvernable va être insupportable pour certaines formations politiques qui ne sont pas dans une optique de rupture avec l'ordre social. En gros, l'idée, je vais la faire caricaturale, mais l'idée de dire, face à une crise politique, il faut radicaliser la crise politique en crise révolutionnaire, selon la formule. On n'est pas dans la même situation, mais je veux dire, l'idée de radicaliser la crise politique pour obtenir un mouvement nécessaire de confrontation à l'ordre social, c'est pas quelque chose que sont capables de tenir ces gens-là. Macron n'est pas obligé. Macron peut très bien, comment agir avec un gouvernement de rencontre, avec un gouvernement de technocrates, etc., tenir un an. Mais c'est pour ça que je dis que vacances, parce que le pouvoir se prend. Parce que oui, mais alors justement, est-ce que alors c'est une vraie question. Je sais pas, vous avez dû déjà en débattre, chers amis, mais la question de savoir moi, la vraie question que je me pose là, c'est est-ce que le pouvoir doit être pris maintenant? Est-ce que la gauche doit prendre le pouvoir maintenant? Est-ce que ce serait pas contre-productif? Parce que j'ai lu un petit peu sur Facebook des gens qui le disent, et même quand Mélenchon dit on doit prendre, ce serait le prendre dans les plus mauvaises conditions, au risque de se déconsidérer totalement et de faire un programme qui serait même pas le programme du Front Populaire, je ne sais pas. Et donc il y a un gros risque aujourd'hui à prendre le pouvoir pour la gauche. Donc la question c'est pas et surtout pour la FI. Et surtout pour la FI. Non, mais c'est pour ça que la question, c'est pas est-ce qu'il faut le prendre, c'est sur quelle base. C'est pour ça qu'ils disent tous, il me semble, c'est sur le programme du Front Populaire et pas plus, pas moins. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des questions qui se posent. Il y a le budget qui va arriver à l'octobre et le retour des normes d'austérité fixées par l'Union européenne qui pose une épée de Damoclès immense sur la capacité du prochain gouvernement à avoir un budget. Mais c'est pour ça que je dis, c'est aussi difficile de dire on a soulevé un espoir, les gens sont soulagés, mais là, il y a quelque chose et de dire, à ce tour, c'est un truc où on peut le payer, donc. C'est cornélien, hein, parce que je comprends tout à fait, mais si jamais c'est pas un programme du Front Populaire, ce sont uniquement des mesurettes, je veux dire, alors là, le risque, c'est de devoir revenir des fachos au galop, la trahison et à la prochaine. Et puis, avec un PS dont la trahison a précédé l'essence même. Hein, je pense qu'il y a eu d'abord la trahison du PS, et ensuite il y a eu le PS dans l'histoire. Parce que c'est la démocratie en général. Après, il y a eu le Big Bang. Oui, exactement. Après le Big Bang, tout de suite après le Big Bang. Justement, Youssef, est-ce que c'est pas bon pour nous si le PS trahit? Mais oui, c'est ce que je pense. Aussi. Oui, alors moi, c'est ce que je pense. C'est la clarification, comme j'aime le dire. J'en étais à dire deux choses. D'une part, laisser les Glucksmann et autres se compromettre. Quoique Faure est un peu plus intelligent quand même, j'ai l'impression que. Il est beaucoup plus redoutable que ce que plein de gens pouvaient imaginer. Exactement. Hein. C'est pas et beaucoup plus intelligent que même que Hollande, etc. Donc les laisser se compromettre, éventuellement voter pour des mesures des mesures populaires,
mais tout en gardant une distance. Enfin, c'est un peu difficile, je sais pas, c'est une sorte de quadrature du cercle, mais se préserver pour 2027. Il faut absolument que la FI se préserve, parce que la mère des batailles, si je puis dire, c'est en 2027 qu'elle aura vraiment lieu. Je crois qu'il faut avoir quelque chose à l'esprit quand même, c'est que l'extrême droite est forte, elle s'est renforcée, elle a une dynamique puissante derrière elle, elle est en embuscade. Une situation dans laquelle il y a une atmosphère de paralysie et de chaos peut engendrer une forme de backlash, ce qu'on appelle traditionnellement une sorte de demande d'autorité avec l'extrême droite qui est là pour dire, vous voyez, ils ont fait alliance contre nous, ça a été eux, tous ces gens-là se sont alliés pour nous empêcher d'aller au pouvoir, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, en réalité, de proposer une quelconque même forme de gouvernement. La France, c'est la pagaille énorme, donc il faut remettre de l'ordre. Il n'y a que nous, donc une réaction de type parti de l'ordre, là, qui impose justement, qui conduit à l'extrême droite à franchir, là, pour le coup, un seuil. Et je crois que c'est un scénario qui, plus ou moins, envisage déjà. Hein, la vague ne cesse de monter. Vous ferez la preuve de votre incapacité à résoudre quoi que ce soit. Et donc, ça deviendra irrésistible de notre côté. Je crois que pour moi, le premier calcul, enfin, le premier souci, c'est de garder au maximum la cohérence du nouveau Front populaire sur la base de son programme actuel, parce que c'est la seule chose, d'empêcher justement, parce que c'est la seule proposition politique qui est susceptible d'offrir une alternative par rapport à la fois à l'extrême droite et bien sûr au bloc bourgeois qui de toute façon est en perte de vitesse, ça on l'a vu. Donc s'il y a des gens qui veulent entrer là-dedans dans des combinaisons libres à eux, mais il faut garder au maximum la cohérence de tout ça. Je crois que c'est... et la France insoumise a tout intérêt à se présenter comme la meilleure garante du nouveau Front populaire et de son programme justement. Et il faut dire que Mélenchon et la direction de l'AFI ont géré la soirée d'hier de façon absolument admirable. Hein, je veux dire, ils ont été les premiers à se positionner pour maximiser le coût politique de toute trahison. Je veux dire, en posant les termes du débat d'emblée, en disant voilà, c'est le programme du nouveau Front populaire, pas question de faire les combinaisons. Chacun prendra ses responsabilités. Pour moi, le meilleur succès, c'était la déclaration de Faure qui est venue juste après et que même les commentateurs médiatiques ont dit mais il s'est aligné sur Mélenchon. C'est incroyable. Donc après toute une campagne pour dire les extrêmes, ils sont totalement infréquentables, ils sont antisémites, ils sont anti-républicains, etc. On voit le représentant emblématique de la gauche fréquentable, respectable, modéré, etc. dire en substance la même chose que Mélenchon quelques minutes auparavant. Ça, c'est un acquis politique, à mon avis, qu'il faut essayer de garder. Oui, mais Statis, par rapport à ce que dit... excusez-moi. Par rapport à ce que disait Paul. Oui. Non, vas-y. Je veux juste dire un truc moi, qui m'inquiète en tant que juste... je ne suis pas un spécialiste du monde politique et du background de tout ce qui se passe. Moi, je pense que ce qui est très inquiétant dans ce que vous dites, c'est que faut savoir qu'il y a une envie de réussite dans le public, je pense qu'on le ressent tous, une réussite du Front populaire. Et il y a une urgence aussi pour certaines personnes que ce programme se mette en place. On va parler du blocage des prix, etc. Moi, je suis de la Guadeloupe. Chez nous, la question de la vie chère, tout ça, il y a l'eau, etc. Il y a des trucs qui sont extrêmement urgents. Et en fait, de voir, quand on est juste comme ça, militant ou observateur, qu'il y a des petites... qu'on reprend les petites mécaniques, les petites... pas magouille, mais vous voyez, de savoir qui va le prendre, faut pas le prendre maintenant, faut attendre et tout machin. C'est typiquement ce qui, dans les territoires d'outre-mer, par exemple, dégoûte les gens de la politique. D'ailleurs, tu devais nous parler un peu, de faire un petit focus sur Non, mais pas de souci, tu peux justement en parler maintenant. Plébiscite du nouveau Front populaire aux Antilles. Oui. Tu peux en dire quelques mots ? En fait, aux Antilles et dans les Outre-mer globalement, il y a eu aux européennes un vote à l'extrême droite, principalement. Et il y avait eu aussi présidentielle au second tour, j'ai bien au second tour, aussi Marine Le Pen en tête. Et ça avait fait que beaucoup de gens s'étaient dit « Ah tiens, mais les Antillais, les ultramarins, ils sont d'extrême droite. Ils sont islamophobes, ils sont racistes, c'est fou, des Noirs racistes, des Noirs, comment c'est possible, etc. » Et beaucoup de gens ont fait des projections très étranges. Et en fait, la question, c'était juste que les gens en fait, n'étaient pas allés voter. Il y avait les 86% d'abstention, les 70% d'abstention. Et quand les gens se sont sentis, comme je t'ai dit au début, mobilisés, là, c'est européenne, où il y avait des grosses abstentions.
Et quand les gens se sont immobilisés, quand on leur a dit bon ben voilà, il y a un truc à aller chercher, on a besoin de vous et tout, ben ils ont tous voté à gauche. Genre en Guadeloupe, on a eu il y a Lyot, donc c'est divers gauche. 69% pour Max Mathiazin, Olivier Servat aussi Lyot, 77%, le NFP a 2 candidats, en Martinique tout est NFP avec des scores staliniens. Ouais. J'ai regardé aussi, waouh, c'est des choqué. 81%, etc. Il n'y a que la Il ne Réunion. faut pas dire des scores staliniens, il faut dire de bons scores. Oui, de bons scores staliniens. Non. Et à la Réunion, il y a un RN, 6 NFP. En fait, c'est les mêmes scores que le 93. J'ai regardé, c'est vrai on est dans les mêmes zones. Et en Kanaki, c'est là où moi je trouve ça intéressant. La Kanaki, c'est vraiment un territoire fracturé. Il y a dans la première circonscription, Mesdorf, les Caldoches, les Colons, etc. Et dans la deuxième circonscription, c'est carrément Emmanuel Djibaou, le fils de Jean-Marie Djibaou, qui est en plus un FLNKS aussi. Qui va siéger à l'Assemblée. Mon frère est en prison. Il fait partie des prisonniers politiques qui ont été arrêtés et emmenés de force dans l'Hexagone. Déportés, on peut le dire. Déportés. Ajoutons que la libération immédiate des détenus politiques kanaks qui ont été déportés en France doit faire partie des exigences absolument minimales du nouveau Front populaire dans la période actuelle et de la France insoumise en particulier, bien sûr. Mais si vous me permettez, je voulais reprendre Estatis par rapport à... Excusez-moi de jouer. Mais c'est vrai, et ce que tu dis aussi va dans ce sens, que faire devant cette espèce d'attente des gens, parce qu'en même temps, on est coincé un petit peu avec cette attente des gens qui pensent avoir voté. On n'a pas que simplement empêché le RN, on a aussi... Il y a des revendications, ce n'est pas uniquement de l'antifascisme. Et donc, quid de tout ce programme, quand est-ce qu'on le met en application? Et si jamais, effectivement, il y a des partis du Front populaire qui veulent aller à la gamelle et qui veulent participer à un gouvernement de rencontre, encore une fois, et qu'on ne puisse pas mettre en application, ça risque de décevoir beaucoup. Donc on est pris un petit peu pris entre cette exigence de satisfaire des revendications et l'autre exigence qui est de se préserver politiquement. Voilà, je voulais poser cette question parce que c'est un petit peu la quadrature du cercle telle qu'elle apparaît actuellement. En fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est le gouvernement, parce qu'en fait, la seule personne qui est en capacité de nommer un Premier ministre, c'est Macron. Et il nomme qui il veut. Alors évidemment, il y a la tradition républicaine qui dit qu'il doit aller chercher une personne issue du groupe qui a obtenu le plus de sièges à l'Assemblée. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas un groupe qui a la majorité absolue, donc de toute façon, il va devoir faire un choix qui sera contestable au regard même de la manière dont fonctionne la constitution de la 5e République. On verra ce qui sort. Moi, mon pari, c'est qu'il sortira une figure qui ne sera pas de notre camp. Une rumeur dit Darmanin. Ça me paraît pas absurde quand tu regardes la réalité de ce qui se passe à l'Assemblée et que tu essaies de mesurer les proximités relatives des différents blocs. Bon, avoir quelqu'un dont le barycentre se situe quelque part entre Ensemble et le RN me semble pas absurde. Mais après, il y a aussi ce qui va se passer dans l'Assemblée. Une fois que tu as un nouveau gouvernement, il y a une initiative parlementaire. Je pense qu'on va retrouver en France la vie parlementaire telle qu'elle devrait être normalement. C'est-à-dire que tu vas avoir des parlementaires qui vont déposer des propositions de loi et on va en discuter. On va sortir, je pense, de la mécanique habituelle. On verra d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense que le centre de gravité de la vie politique du pays sera un peu moins exécutif et sera peut-être un peu plus législatif. Et donc c'est là où il y aura peut-être des combats. Il faudra être malin. Mais je pense qu'il y a peut-être des choses que le nouveau Front populaire va pouvoir mettre en avant, des parties du programme qu'il va pouvoir mettre en avant en mettant les autres blocs face à leurs contradictions, notamment quand il va pouvoir porter des propositions autour du pouvoir d'achat, du blocage des prix, etc. Il va pouvoir bien pointer le fait que, contrairement au discours officiel, c'est certainement pas chez le Rassemblement national que les Français trouveront des alliés lorsqu'il s'agit de défendre le pouvoir d'achat. Je pense que ça va jouer comme ça. Mais de toute façon, il faut bien mesurer qu'il y a une partie de la discussion dont le nouveau Front populaire n'est pas le maître. C'est pas le Front populaire qui pourra désigner le Premier ministre. C'est Macron qui le fera. Et donc, de ce point de vue, ils seront obligés de disposer... Paul, on me dit que tu es censuré. Dans le chat, les gens disent Paul Bellec est censuré. Pas du tout, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé. Justement, Paul, je voudrais que tu répondes à ce que disait
à ce que disait notre ami Statis, enfin cette question. Mais moi, je suis complètement d'accord avec Statis. Il a utilisé le terme de maximiser le coût de la trahison en parlant de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Mais justement, pour aller dans le sens, l'idée, c'est il faut aussi maximiser la possibilité d'appliquer ce programme. Et donc, la question pour moi, c'est encore une fois, ça ne peut pas se faire dans un contexte où tout se résout dans les affaires parlementaires. Encore une fois, il y a... Permets-moi de te poser la question directement. Est-ce que tu penses qu'avec une mobilisation extra-institutionnelle, disons de rue pour aller vite, tu peux contraindre des députés macroniens de soutenir la mise en œuvre du programme du nouveau Front populaire? La réponse est dans la question. Vu les rapports de force qu'il y a dans l'Assemblée. Je suppose que si j'avais la réponse, je ne serais pas ici, mais je serais dans une vague salle de négociation. Non, mais moi aussi, je suis sceptique. Je dis juste que déjà, il faudrait voir comment, avec un mouvement en pression qui monte, avec le fait qu'il y a les JO bientôt et qu'il y ait un contexte favorable pour mettre la pression face à la désorganisation, toutes les questions qu'on peut gratter sans coût, qui n'ont pas de coût, tu vois. Ce que tu disais sur les prisonniers politiques, c'est un exemple, mais je pense que derrière la reconnaissance de l'État palestinien immédiate, comme c'était dans le programme, on peut essayer d'aller maximiser l'ensemble de ce qui ne coûte pas d'argent, parce que, comme tu as dit, le nerf de la guerre, ça va être encore une fois la question budgétaire, la question de voir des macronistes voter le SMIC à 1600 €. Je pense que ça va être très compliqué, mais encore une fois, sans... je veux dire, un mouvement fort dans le pays. Le problème qu'on a, c'est que, voilà, vous le savez très bien, on a appelé le nouveau Front populaire, on a parlé du Front populaire, l'augmentation des salaires, les congés de payer, c'était pas dans le programme. Ça a été imposé. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans le même état de force du mouvement syndical. Oui, mais dans toute la période, en vérité, les grèves sont toujours par des périodes limite de décennies. Donc, je suis d'accord avec toi que, je dis juste que il y a une différence entre ne pas avoir le pouvoir parce que Macron nomme une autre coalition, parce qu'on a essayé et on n'a pas réussi et qu'ils ont imposé par la force une coalition autre, et ne pas et être dans l'opposition parce qu'on n'a rien fait pour essayer d'obtenir quelque chose et donc avoir déçu sur ses aspirations. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si c'est Macron qui nous cornérise et trouve sa coalition. Et si nous, en fait, dans les périodes de crise, l'instabilité, on va la retrouver. On voit bien que le début du deuxième quinquennat, c'est déjà les symptômes de la crise profonde de la Ve République. Et là, on a une étape supplémentaire qui radicalise, encore une fois, cette instabilité. Et en fait, dans les périodes de crise, les personnes, en tout cas les organisations, en tout cas ce qui concerne notre camp social, qui sont incapables de au moins proposer un chemin dans le brouillard total que représente l'incertitude des crises, eh ben, à mon avis, ils s'effondrent. Je pense qu'on l'a vu, même les succès qui sont ceux du PS et des Verts, etc., en termes d'élus, on sait très bien que c'est parce qu'ils ont signé, et ils ont signé parce que la France Insoumise, que ça soit sur la question programmatique ou la question de la direction, ils ont des caps stratégiques. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle ils ont véritablement signé. Ils ont essayé de les plumer pendant des mois et des mois, et s'ils ont dit on va pas le faire comme ça, c'est qu'ils savent très bien quel est l'état réel du rapport de force, n'en déplaise à Raphaël Glucksmann qui, entre deux Thalys, a du mal à analyser la situation française. Il faut un cap clair. Il y a une inversion des rapports de force à gauche. Non mais voilà, mais en vérité, tu vois, non mais il faut aussi penser à la rationalité des acteurs. Tu peux pas passer ton temps à cracher sur des gens et tout d'un coup dire ils signent un accord et on comprend pas pourquoi. Il y a une rationalité. Les acteurs, y compris les organisations, qui sont des bureaucraties, qui ont des contraintes financières, politiques, etc. Ils ne prennent pas des décisions complètement de façon irresponsable. Il y a une différence entre le discours qu'ils avancent et de l'autre côté, ce qu'ils signent en fonction des rapports réels. Ils n'auraient jamais signé un deal dans lequel ils ont pas tant de ça que de circonscriptions favorables pour certains, d'autres pas de voix au programme, et même, tu l'as dit, dans le PS, il y a des gens qui ont gouverné sur un programme, le programme du NFP, pour eux, c'est déjà trop à gauche. Ils ont quand même signé. Le problème, c'est que la dernière fois, avec la NUPES, toutes les renoncements sur le programme, il n'y avait aucun point d'appui pour justement maximiser le coût de la division. Parce que c'était un cartel de partis. Là, on a encore une fois le début du nouveau Front populaire, en tout cas au moins avant le premier tour. Il y avait un engagement syndical, il y avait un engagement d'association, etc. Où va ce mouvement? Si tout le monde rentre à la maison, c'est sûr que ça va être encore plus compliqué. Mais pas de solution miracle. Jonathan, tu voulais réagir? Non, pas grand-chose. Mais malheureusement, justement, le fait de rentrer à la maison, moi j'imagine par exemple le nouveau Front populaire qui pourrait très bien appeler à des manifestations si Macron, enfin moi je pense que c'est ce qu'il devrait faire d'ailleurs. Si Macron par exemple nomme quelqu'un comme Darmanin avec une majorité, enfin avec une minorité qui est fragile, mais le fait est qu'on est à la veille des vacances.
Il y a bientôt les JO, donc en face, tu as un dispositif de répression qui n'est pas le même que d'habitude, ce qui peut aussi leur faire peur. Je veux dire, là, si les syndicats commencent à prendre leurs responsabilités en essayant d'imposer un rapport de force à Macron, ne serait-ce que des menaces de grève, etc., qui planeraient sur les Jeux Olympiques à 2 semaines du truc, bon, c'est un contexte qui nous est pas forcément défavorable, sauf pour les vacances scolaires. Il y a quand même ça, il y a l'été qui arrive. Et moi, j'ai du mal à imaginer des mouvements spontanés de masse, de masse, là, tout de suite, pour aller soutenir le Front populaire. Ouais. Mais après, je peux me tromper. On a déjà eu des contre-exemples avec des mobilisations qui étaient importantes. Le pass sanitaire, tout l'été, toutes les semaines, il y avait des milliers et des milliers de personnes dans la rue, par exemple. Voilà. Bon, après, c'était pas la même population. 68 qui était pour une révolution manquée ou une répétition générale. La France est allée en vacances très paisiblement quand même. Même en 36, oui. En 36 aussi. Mais gagner des hautes... Mais qui ont démobilisé. Juste par rapport à 36, il ne faut pas oublier, parce qu'on le répète souvent, et c'est un argument que j'ai moi-même utilisé, que effectivement les conquêtes n'étaient pas dans le programme et ont été arrachées par les grèves, les occupations d'usines, les mobilisations, mais les grèves et les mobilisations elles-mêmes ont été impulsés par la victoire électorale et la formation d'un gouvernement de Front populaire qui a créé, bien sûr, qui a galvanisé l'énergie du mouvement ouvrier à l'époque. Donc on n'a pas ce rapport de force-là, y compris en termes de rapport de force dans l'Assemblée. Et même de manière générale dans le milieu ouvrier, parce que les usines ne fonctionnent plus du tout de la même manière, pour ce qu'il en reste en fait. Entendu, mais je veux dire, on n'a même pas le rapport de force, je ne sais pas, de 97 de la gauche plurielle, je veux dire, sans prendre... Voilà. Jonathan, est-ce que justement, puisqu'on parle de ça et de tout à l'heure, on parlait de la pression qu'il allait falloir mettre sur la FI aussi pour qu'elle maintienne cette ligne de rupture. Est-ce que tu peux nous parler de mercredi et du meeting du 10 ? Que faire ? Ouais, bien sûr. Vas-y. Alors, j'ai pas la liste de tous les intervenants, mais en gros, mercredi, il y a donc un meeting avec une discussion autour de tout un tas de militants qui sont donc, qui sont caractérisés par une ligne, c'est-à-dire qu'ils acceptent de travailler, même d'appeler à soutenir le Front populaire parce que la France insoumise y est majoritaire et représente une ligne de rupture. Et ça va être l'objet d'une discussion qui va croiser des syndicalistes, des paysans, des militants écologistes, des militants antifascistes, qui sont issus pour beaucoup plutôt de l'autonomie des luttes. Oui, on peut citer le NPA, l'AFA, donc il y a PDH, CEDEC, l'Association des travailleurs maghrébins, PEPS, les soulèvements de la terre, Urgence Palestine, Contre-attaque aussi. Contre-attaque. Vous serez là aussi en tant que vous-même, toi et toi, incroyable. Vraiment, on change pas, il y a qui gagne. C'est une pure coïncidence. Évidemment. Voilà. Et du coup, c'est quoi l'objectif de ce meeting qui avait été décidé avant les résultats d'hier, bien évidemment. Donc, quel est l'objectif, Jonathan ? Je pense que ça va aussi être ce que les gens vont en faire et ce que les interventions vont dire. Mais c'est déjà de se rassembler entre militants ici de différents courants de ce que moi j'appelle l'autonomie des luttes, que ce soit l'antifascisme, l'écologie, et en fait d'essayer de capter les différentes dynamiques qui ont aussi permis à la France insoumise d'être au pouvoir, tout en disant nous on renie absolument pas le fait que le nouveau Front populaire c'est une initiative qui porte une dynamique, mais ceci dit qu'elle n'est pas suffisante. Donc la question, que faire après les élections ? Et j'ose espérer que demain on sera peut-être un petit peu plus éclairé sur la situation, parce que là c'est vachement plus difficile tant qu'il n'y a pas de majorité. Beaucoup de zones d'ombre. Une majorité non d'ailleurs, mais tant qu'il n'y a pas un Premier ministre, en fait malheureusement j'ai peur qu'on va rester un petit peu sur du spéculatif, mais ça va être intéressant. Venez, c'est au relais de Pantin. Voilà, à 19h, au relais Pantin, à Pantin. Voilà. Super. Pour faire le lien, mais justement, si on prend au sérieux ce qu'a dit Statis tout à l'heure, à savoir que le risque extrême droite n'a pas disparu. Déjà, c'est quand même 10,6 millions de voix. Et d'autre part, on a une démonstration, je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais on a une démonstration claire quand on regarde les études de report de vote sur les deuxièmes tours, c'est que le bloc central n'est pas un allié fiable dans la lutte. C'est ce que tu disais, Yazi, tu as donné un chiffre tout à l'heure. Je me doute qu'ici, il n'y a pas d'illusion, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir que c'est à la fois pas un allié fiable, puisque en gros, moins d'un électeur sur deux du bloc central s'est porté sur un candidat LFI quand c'était face au RN, un tout petit peu plus de la majorité dans certains cas, quand c'était le PS, les Verts, etc. Mais enfin, voilà. Et surtout, il y a des reports très important de la droite. C'est 1 sur 2 Moi, tu l'as donné le chiffre tout à l'heure. 43% face à LFI, et c'est 54% pour PS, Europe Écologie Les Verts et PC. Ce qui est encore beaucoup, 1 sur 2. Voilà. Ouais. Mais par ailleurs, on a à côté des reports extrêmement importants
des électeurs de droite sur le RN. Vraiment, là, le RN, Ouais. voilà, et reste Ouais. et va s'imposer de plus en plus, ou pourrait s'imposer de plus en plus, comme la force centrifuge à droite, hein, de la recomposition d'un bloc, etc. Et de l'autre côté, on a aussi des électeurs Ensemble qui sont allés voter RN. Hein. Alors, ils sont minoritaires par rapport au mouvement général, mais ils existent. Et c'est pas non plus une surprise. C'est-à-dire que si vous regardez dans leur électorat, il y a aussi des électeurs anciennement LR, qui ont eu des passés et des habitudes à droite, et dont la proximité idéologique sur les trois fondamentaux, autoritarisme, racisme, néolibéralisme, l'alignement idéologique, il est mûr. Oui, absolument. La question, c'est ensuite, ils représentent des groupes sociaux différents et des positions différentes dans la société. Et du coup, leurs hiérarchies sont différentes. Il y en a qui sont avant d'être racistes néolibéraux, et il y en a qui sont racistes avant d'être néolibéraux, et à la fin, ils sont tous d'accord. Mais il faut pas négliger les différences, parce que ça parle aussi, pour essayer de comprendre de qui sont le nom, de quel personnel politique parle-t-on. Je pense que d'ailleurs, on l'avait vu, hein, la droite LR, c'est une des parties de la notabilité de la bourgeoisie qui s'est fait mettre de côté temporairement par les nouveaux intellectuels organiques qu'ont représenté les macronistes d'autres secteurs du capitalisme. Hein. Enfin, je veux dire, Pourquoi est-ce que tu penses que c'est temporairement? je ne sais pas, je dis juste qu'on voit bien qu'à droite, il y a différentes stratégies. Oui, il y a mais ceux qui visent la montre et disent post-Macron, la recomposition du bloc de droite, je ne crois pas que c'est Attal qui l'a fait, je pense que c'est Philippe, je pense que c'est des gens comme Darmanin, c'est des gens... Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on verra, la question c'est, je pense que nous, on est très sérieux sur qui on veut pour nous représenter, sur quelle ligne, etc. La bourgeoisie, ils peuvent... le changement, en fait, face à une crise et l'absence d'une alternative, le changement est d'abord interne à la classe dirigeante. Hein. C'est la logique de ce qui est devenu le macronisme pour sauver la non-alternative Si on assimile le macronisme aux radicaux ou au centre, aussi bien en Allemagne en 1933 qu'au moment du Front Populaire, c'est à chaque fois avec eux que le bas blesse, si je crois bien. Oui, mais en même temps, justement, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le bloc central reste un rempart, à mon avis, pour moi, à l'augmentation du socle du bloc de gauche. Oui, oui. Il y a dans ces gens-là Mais des très gens qui fragile, ont hein. très mal vécu la semaine. On voit tous les députés RN dire des trucs hyper racistes, dire des trucs. Et il y a des gens qui, bien sûr, qu'ils ont une adhésion à l'ordre social qui est de l'ordre de l'adhésion au pacte néolibéral, hein, à cette idée-là. Mais c'est des gens qui, sur un certain nombre d'autres questions, ne vont pas... même si leur personnel a été raciste même si le personnel macroniste a mené une politique raciste, ça, on le sait entre nous, ces gens-là, il y a encore un potentiel à faire décrocher. Parce qu'en gros, si vous voulez, si on pose caricaturalement, le RN, c'est le néolibéralisme avec une grosse dose de racisme. Les macronistes, c'est d'abord le néolibéralisme, mais ils ont été racistes et par opportunisme et parce qu'il fallait gouverner pour constituer un bloc de droite. Mais dans ces gens-là, il y a encore des gens qui sont des néolibéraux, entre guillemets, progressistes, même si j'aime pas le terme. Et ceux-là, si on ne va pas les choper, on va pas retrouver un élargissement du bloc de gauche. Mais moi, je te dis pas que j'ai les solutions. D'accord. Je dis juste que si on néglige ça, on se met le doigt dans l'œil. Parce qu'ils ont quand même, regardez, en dehors du fait que les désistements leur permettent de braquer la scène et de s'en sortir vraiment bien, aux européennes, ils s'effondrent totalement. Aux législatives, ils ont 3 millions de voix en moins, c'est énorme, mais c'est moins que leur effondrement aux européennes. Et en fait, il faut comprendre la continuité de l'adhésion, notamment de certains employés, de certaines catégories intermédiaires, à ce bloc-là. Les retraités, énorme. Oui, d'accord, mais je reviens toujours à la question que je posais tout à l'heure et l'espèce de débat qu'il y a et que tu as aussi, sur lequel tu as rebondi, c'est comment faire dans cette situation. Je veux dire, c'est le grand écart. Je veux dire, d'un côté, on ne doit pas complètement décevoir. Avant, on disait, on disait par rapport à Billancourt, vous savez, il ne faut pas désespérer Billancourt. Là, il ne faut pas désespérer la Courneuve, on va dire. Mais, on en a parlé un peu tout à l'heure. Mais comment faire pour en même temps se préserver? Parce que, je le dis, la vraie bataille, Macron, ça va être les JO, il va essayer de calmer le jeu au maximum. Il veut absolument que ça se passe bien. Peut-être, moi je dirais, un gouvernement de technocrates, il va essayer de faire traîner les choses. Il veut surtout que ça se passe bien pendant les JO. Voilà, donc... c'est pas sûr on parle de Valo, je ne sais trop rien, mais en tout cas, il va essayer de... Mais la vraie bataille, elle arrive. Il faut absolument que tu le disais tout à l'heure, Statis, le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, son programme soit intègre. Je veux dire qu'on puisse pas les assimiler à la Macronie, qu'on puisse pas... Parce que le désespoir, c'est la pire des choses. Je veux dire, là... Je voulais qu'on parle un peu de la Palestine. Ah oui. Parce que on n'en parle pas ces derniers temps. Et par rapport au NFP, il y a quand même des choses intéressantes à dire. On sait que dans le programme du NFP, il y a le cessez-le-feu
à Gaza, il y a l'arrêt des armes à Israël, il y a la reconnaissance de la Palestine. Et le soutien aussi à la Cour pénale internationale, alors aussi bien pour Hamas que... Mais bon, je crois que c'était le deal. Hein. Voilà, pour Hamas que pour Netanyahou. Hein. C'est le soutien aux poursuites. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que le NFP arrive à l'Assemblée avec ces mesures-là, quoi. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'en Palestine, je pense sincèrement qu'on a été content que ce soit là. On a été plutôt soulagé. Alors, dans la douleur générale, et autant que ce que j'ai pu lire, hein, beaucoup de gens étaient quand même soulagés. Le scénario catastrophe, ça aurait été effectivement que ce soit l'extrême droite qui soit au pouvoir en France, qui viendrait encore renforcer, avec en plus cerise sur le gâteau, notre ami Meyer Habib qui nous quitte. Ouais. Meyer Habib qui nous quitte. Non, je suis parti trop tard. Aux dernières nouvelles, comment ? Ah non, je suis parti trop tard. Oui. Non, je suis parti. Bah attends, c'est pas sûr parce que aux dernières nouvelles, il va partir en première ligne à Gaza pour aller dire aux Palestiniens qui sont un cancer sur terre. J'aimerais bien moi qu'il fasse ça, qu'il aille leur dire en direct parce que c'est vrai. Meyer Habib attends, il y a aussi, il faut le dire quand même parce qu'il a perdu Yassine Benyetou. Il a perdu face à Yael Braun-Pivet, donc la turbosioniste de l'Assemblée, mais il a perdu à quoi 15 voix, tu me disais Yazid tout à l'heure ou 15 voix, donc c'est quand même, c'est pas rien quoi. C'est pas rien. Devant une privée, il aurait pu la tège. Qui était présidente quand même de l'Assemblée, qui était Madame soutien total à Israël. Alors effectivement, du côté des Palestiniens, c'est évident que de ce point de vue, alors au niveau politique international, d'une façon générale, mais du côté des Palestiniens, je le dis, oui, c'est vrai qu'on craignait effectivement une victoire de l'extrême droite française aurait accru très certainement. Là, il faut aller plus loin. C'est aussi l'arrêt de toute livraison d'armes aussi. Ça, c'est aussi des choses. C'était pas dans le programme. Si. C'était un programme. Et aussi la suspension de l'accord. Et l'accord d'association. Ah oui, mais alors le problème, c'est que ça dépend pas de la France, ça dépend de l'Union européenne. Et je ne sais pas si la France ne peut pas le faire de façon unilatérale. Et la suspension de l'accord d'association, hein, Union européenne, État d'Israël. L'Union européenne est le premier partenaire d'Israël. Donc, en tout cas, des tas de mesures qui sont absolument indispensables. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est des mesures qui, normalement, coûtent rien. Donc, qui peuvent c'est pour ça, la reconnaissance, c'est entre guillemets, il faut essayer de la choper. Mais j'ai pas la réponse, encore une fois, sur comment on fait. Je dis juste que, Statis disait tout à l'heure, il faut que la LFI s'érige en garante du programme. Et je pense que l'étape supplémentaire, c'est de dire il faut construire le programme du Nouveau Front Populaire comme le socle minimal de la construction du bloc politique de gauche. En fait, c'est ça la question. Encore une fois, l'instabilité entre l'aile droite et l'aile gauche de l'Alliance, elle se joue là-dessus aussi. C'est qu'il y en a pour eux, ils ont maximisé leur présence à gauche quand ils signent ce programme. D'autres pour qui il s'agit de mesure 1 de transition, en fait, d'arrêter l'hémorragie. C'était le terme qui revenait souvent à l'époque où on parlait front anti-austérité, etc. Arrêter les saignées austéritaires. On arrête, il y a un certain nombre de mesures, le SMIC, le blocage, celles qu'ils ont mises en avant. C'est le socle minimal de la construction d'un bloc à gauche sur lequel il va falloir de toute manière retravailler les questions. On a bien vu aujourd'hui que déjà il y a encore des questions à gauche qui, à mon avis, doivent faire l'objet d'un débat. La question du travail entre valeur travail, mythe de l'assistanat et toutes ces questions qui sont posées, c'est une question à aborder de façon frontale. La question que ça pose aussi, c'est derrière quelle est la ligne antiraciste, parce qu'on a bien vu que les deux sujets étaient régulièrement liés et de façon assez hypocrite pour certains. Donc, j'ai pas à solution, mais il faut ériger ça en socle minimal. Et pour ça, pour l'instant, les positions qui sont prises par LFI, mais certains d'autres, dire le programme, rien que le programme, et c'est la base. On va y répondre sur le rôle du PS dans tout ça. Il y a eu donc le quinquennat de François Hollande qui a réduit la gauche, enfin le PS à peau de chagrin. Enfin, il n'y avait plus aucune sorte de crédibilité aux yeux des gens. On se souvient des débriefs PS sur Twitter pour ceux qui y étaient, ça avait pleuré sec côté PS. Et en fait, j'ai l'impression que la NUPES, déjà à l'époque, a servi un peu de marchepied pour redonner une forme de vitalité au PS, qui aujourd'hui, avec le NFP, gagne encore, revient un peu en état de grâce et veut devenir un peu l'arbitre de tout ça. Et juste ma peur, c'est que je commence à les voir redevenir surplombants, dominateurs, vouloir imposer des trucs. Je suis un peu inquiet par rapport à ça. T'en penses quoi ? Moi, mon analyse, c'est qu'on a eu quand même une forme d'hallucination collective en ayant l'idée que le PS, parce qu'il avait fait 2% et qu'il était au sol, il allait disparaître. C'était peut-être oublier le fait qu'il représente quelque chose.
il y a un mouvement réformiste en France. Je ne suis pas sûr qu'on s'en débarrasse en soi. Je pense qu'on peut l'affaiblir, qu'on peut le mettre dans une situation de coopération forcée. C'est ça, la NUPES, hein, le tordre le bras en disant tu signes ou tu crèves, mais qu'il représente des gens. Et d'ailleurs, pourquoi à un moment ils ont pris autant de risques pour, entre guillemets, briser la NUPES, etc. à ce moment-là? Bon, bien sûr que la bourgeoisie tirait à boulet rouge sur la France insoumise et que c'était plus facile de se dédouaner et de se démarquer dans la tempête, quoi. Mais il y avait aussi l'idée que quand tu es dans un seuil minimal, ok, ils ont fait 6 aux européennes la dernière fois, quand ils ont plus que le substrat qui vraiment et les groupes sociaux qu'ils représentent, à savoir un certain nombre de catégories intermédiaires dont ils sont les porte-parole, je vois qu'ils ne peuvent pas descendre plus bas, ou ils peuvent difficilement descendre plus bas. Donc ça leur coûte rien d'avoir des stratégies opportunistes parce qu'ils peuvent que se refaire. Je comprends l'inquiétude sur leur montée, mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est bien sûr que si tout se joue dans l'espace institutionnel et dans le cadre du débat médiatique tel qu'il est posé, ça va être dur et il va falloir continuer à serrer les rangs. Mais la question, c'est que la France insoumise a esquivé jusqu'à présent, mais pas qu'elle est, hein, le NPA et d'autres, la question en jouant la carte du camp social, de la mobilisation, de toujours être soutenu et surtout poussé par les luttes de l'extérieur. Dans la séquence-là, on a du mal à voir ce genre de phénomène se répéter, tu vois. Mais c'est possible. Je suis désolée, on va devoir bientôt Pardon, conclure. Non, c'est pas. Non, tu parles pas trop. C'est juste qu'on est nombreux sur le plateau, donc forcément, voilà. Je voulais quand même parler un petit peu d'Amal Bentounsi, puisque je sais qu'on s'est vu la semaine dernière. On a tracté ensemble, on a fait du porte-à-porte pour sa candidature. Je voulais quand même lui faire une petite dédicace, parce que certes, elle n'a pas gagné, mais elle a perdu, je crois, 1000 et quelques voix. Donc c'était vraiment une belle bataille qu'elle a menée contre le Rassemblement national, et en plus pas soutenue par le candidat LR qui s'est désisté, mais qui n'a pas donné de consigne de vote. Exactement. Et puis le maire copié de LR aussi a mis des bâtons dans les roues. Et donc Amel a fait un petit message hier où elle a dit: on n'oubliera pas ceux qui ont préféré attaquer une candidate du NFP plutôt que de s'en prendre au RN. Continuer à lutter dans les orgas, dans les syndicats et dans la rue. Voilà. Donc je trouve que c'est un beau message, notamment quand on parlait de l'organisation dans la rue et pas seulement dans les urnes. Pendant qu'il y est aussi Adel Amara, notre ami Adel Amara, qui loupe de très peu, de quelques centaines, l'élection à Villiers-sur-Marne, avec le maire Benisti, qui est quand même quelque chose, Benisti. Hein. Vous savez, Benisti, c'est celui qui avait parlé des bamboulas dans les années 2006-2007, par là. Ouais, exactement. Il disait, il avait dit, il faut parler le bamboula. Benisti, ouais. Il faut parler le bamboula. Enfin bref. Donc toujours est-il qu'un salut aussi à Adèle, qui a fait aussi une très belle performance, hein, et qui était sous le... Tout à fait, je vous laisserai bien un petit mot de la fin, mais est-ce que vous êtes capable de discipline aussi? Et si je vous dis un 30 secondes, est-ce que vous y arrivez? 30 secondes statis. Discipline ou pas? Oui, je crois que l'un des enjeux du meeting de mercredi, c'est justement de montrer que le pôle de radicalité, le pôle de rupture, ne peut pas être restreint simplement au niveau électoral, mais qu'il a besoin d'une structuration qui dépasse sa simple expression électorale, qu'il faut qu'elle se stabilise, qu'il faut qu'il s'élargisse et qu'il inclue justement les secteurs les plus combatifs du mouvement social et de tout ce qu'on a vu comme mobilisation justement pendant toutes ces dernières années. Il faut franchir une étape aussi dans cette direction. Oui, je suis d'accord, il faut approfondir l'ancrage, c'est ce qu'on se disait déjà en début d'émission. Hein. Là, il y a un travail de longue haleine qui débute maintenant, parce qu'il faut aller chercher les 40, 45, 50% d'abstention qui se sont matérialisés, y compris sur les territoires qui sont nos territoires amis. Ça va passer par une mobilisation de tous les instants. Et donc le meeting de mercredi est un des multiples jalons qui nous attendent d'ici 2027. Et je conclus aussi en parlant du dialogue nécessaire, de la dialectique nécessaire entre le travail de terrain et ce qui va se passer à l'Assemblée. Et là, pour le coup, pour revenir à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, moi, il me semble que dans le dispositif actuel, le rôle que le nouveau Front populaire peut jouer, c'est celui de mettre Macron face à ses responsabilités et de sortir du rôle de celui ou de celle qui a causé le bazar à l'Assemblée et qui a causé l'immobilisme au sein de l'Assemblée en proposant un Premier ministre, en disant voilà le programme qu'on a, et Macron se débrouille. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut sortir du piège dans lequel en fait le Rassemblement national peut nous enfoncer en 2027, à savoir dire, comme disait Statis, vous voyez c'est eux le bazar, donc si vous voulez un peu de retour à l'ordre, il faut venir vers nous.
Merci Yazid. Moins discipliné que Statis. Hein. Ouais. Mais absolument, si on prend au sérieux ce que disait Statis également sur le risque de l'extrême droite qui pourrait revenir par la fenêtre, il faut se dire aussi que l'attitude qu'on a commencé à avoir quand on a réfléchi et qu'on avait pensé qu'il pourrait passer de façon majoritaire ou en tout cas de façon très importante à l'Assemblée par rapport à ce qui est, doit rester. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va devoir faire prendre d'une cohérence, de serrer les rangs et d'avoir des comportements d'intelligence collective quant à nos différences, nos dissensions, etc. dans le cadre de ce pôle de radicalité. Et en fait, je pense que une des tâches, c'est de faire en sorte qu'on trouve le moyen de progresser collectivement dans la défense de ce pôle de radicalité. En tout cas, je parle de ça du côté de justement cette gauche un peu fragile. Il y a un dialogue qu'il faut avoir avec eux sur bon, maintenant ça suffit quoi. Dès qu'il y a une polémique, etc., il faut reprendre du poil de la bête. Merci. Jonathan ? Moi, j'ai rien d'autre à rajouter, sinon je vais répéter ce qui a été dit. Donc, je vous dirais juste de venir nombreux et nombreux mercredi soir, parce que c'est des sujets qu'on va évoquer. Et ça va être intéressant d'avoir des points de vue. On a des noms à donner aussi, des noms classes. Eh ben, je vais te laisser. Ouais, quoi d'autre ? Statis, on l'a dit déjà. Paul Hellec, bien sûr. Toi, Françoise Vergès, Auria Boutelja. L'ami Théo Roumi aussi, qui est syndicaliste. Besancenot qui sera là aussi. Donc, il y aura des organisations, puis il y aura aussi un peu de people. Voilà. En fait, vous verrez la programmation incessamment sous peu. Redis le lieu, Jonathan. C'est au Relais à Pantin. À 19h. À 19h. Je sais pas si quelqu'un peut le mettre dans le chat. Ok, parfait. Et sinon, merci encore à Parole d'Honneur pour l'invite. Comme d'hab, c'est un plaisir. Bah, vous êtes la famille. C'est dès que c'est la famille, arrête. Ouais. Samora ? Je sens qu'une partie de la gauche et une partie de la classe politique globalement a une envie de mettre sous le tapis les questions décoloniales, antiracistes et ultramarines pour se concentrer sur des sujets plus bankable auprès d'un certain électorat et certains publics. Donc je pense que c'est important que nous, les personnes concernées, et même celles qui se sentent proches de ces questions, mettent la pression jusqu'à ce que ce soit pris en compte. Et évidemment, le plus important pour moi, JLM, Premier ministre, évidemment. Voilà. Le vieux. Il y a Youssef, tu veux dire quelque chose pour conclure ? Je suis d'accord avec, je dirais la même chose. Oui. Président, oui, moi, je dirais. Et surtout, juste une chose. Ils vont présenter Clémence Guettet, je pense. On va pas relancer le débat, mais il est fait pour être président. Mais, pas fait pour être Premier ministre. oui, beaucoup plus président. Mais surtout, Et on va pas discuter de ça. mais juste, ça tient en une phrase, c'est la force de la conviction et de l'obstination, je veux dire. C'est ce qu'a payé pour la FI, c'est la force de la conviction et son obstination à garder le cap. Et pour paraphraser quelqu'un qu'on aime tous bien ici sur le plateau, je le sais, Raphaël, si tu nous écoutes. Et donc, garder le cap, absolument, c'est cette force qui a permis ce que je définis comme étant un véritable miracle. Vraiment, ce qui s'est passé pour moi tenait du miracle. Hein. Ah, il serait content de t'entendre dire ça, Mélenchon, c'est un miracle. Ouais. Du coup, on va conclure. Alors, si vous voulez obtenir ces petits miracles aussi, hein, d'une certaine façon, numéro 1, numéro 2, c'est sur le site du QG Décolonial. Voilà, vous pouvez les acheter, il y en a encore. Et puis, je vous remercie, Statis, merci. Yazid, merci. Paul, merci. Merci, Nathan, Samora, Youssef. Et puis, merci à moi-même, voilà. Merci, Sabrina. Merci voilà. Merci à quoi, Jonathan ? Bah bien sûr, la technique. La technique. Les meilleurs. Rien ne serait possible sans eux. Alors, voilà. Les dons, j'allais en parler justement. Tout à l'heure, on parlait de l'importance des médias autonomes et indépendants dans cette campagne et qui peut-être ont fait basculer vers la force la moins obscure. Eh bien, continuez à donner sur Tipeee. Vous pouvez faire des dons réguliers. C'est le mieux pour nous, des dons réguliers. Ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait. Et ce qu'on va continuer à faire, qu'importe le contexte. Voilà, merci à tous. Et puis rendez-vous mercredi, ce sera en live. Le meeting sera en live. Et sinon, ce sera lundi prochain pour la paire, on espère, et l'émission. Merci et bonne soirée à tous.